Bonjour à tous, merci de prendre place au sein de l'espace conférence, troisième journée du CEFIA Toulouse 2024, dernière après-midi de cette seconde édition dans ce bel écrin du Mythe Parc des Expositions de Toulouse. Le CEFIA, c'est le salon cœur d'usine qui fédère tous les acteurs de l'agroalimentaire avec une partie exposant répartie en 3 domaines, ingrédients et PAI, équipements et procédés, emballage et conditionnement. Et puis cet espace conférence, il est là pour vous accompagner dans et les défis que vous avez à relever, vous, entreprises de l'agroalimentaire, les défis de compétitivité et puis les transitions nombreuses qui sont à l'œuvre. Parmi les grands enjeux, il y en a un qui est vraiment transversal et qui est au cœur, au fond, de tous les sujets, c'est bien celui de l'emploi et de la formation. C'est le thème de cet après-midi, un thème qui vient compléter les sujets qui ont été traités tout au long du salon, l'innovation sous l'angle du local, la décarbonation, c'était mercredi matin, et ce matin, l'emballage sous l'angle des 3 R. L'emploi et la formation, vous le savez, les entreprises agroalimentaires ont des besoins de recrutement. L'offre de formation, elle est riche et diversifiée. Quel est le bon échange, la bonne adéquation? Quelles sont les interactions qui vont permettre effectivement de relever ce défi de l'emploi? L'idée, c'est tout simplement de pouvoir présenter cet après-midi la diversité des profils issus des principales formations d'Occitanie, leur employabilité, les compétences qui sont acquises. On va essayer de présenter, de clarifier tout simplement l'offre pour les 4 établissements de formation présents, et puis essayer aussi de donner la parole dans certains cas sur des retours d'expérience avec des jeunes diplômés qui sont dans l'emploi ou qui ont des activités diverses à travers notamment une junior entreprise. Au programme, donc 4 interventions. La première, ça sera Purpan Toulouse. La seconde, Agro Toulouse Lansat. Puis nous donnerons la parole au centre de formation Beaulieu Lavacan. Et enfin, nous donnerons la parole à l'IFRIA Occitanie. Une séquence que j'ai le plaisir d'animer avec Damien Sicot. Damien, bonjour. Bonjour. Alors, on va œuvrer à 2 pour cet après-midi. Damien, il est donc directeur industriel du groupe Aqualand depuis fin 2020. Quelques mots sur Aqualand pour vous situer. C'est le leader de la truite fumée en France, connu pour certaines de ses marques, Ovive, Landvika, et puis c'est un acteur clé des marques de distributeurs. Un groupe coopératif, une coopérative qui maîtrise toute la chaîne, depuis la sélection génétique, la partie élevage et puis l'usine de transformation. 1100 collaborateurs, un chiffre d'affaires de 170 millions d'euros et des forts besoins de recrutement. On en parlera plus longuement avec Damien, mais pour commencer cet après-midi et avant de vous donner la parole aux uns et aux autres, on va jouer avec l'effet miroir au fond et on va s'intéresser au parcours de Damien, le parcours d'un directeur industriel. Mais tu n'as pas commencé tout de suite en étant directeur industriel, j'imagine. Non, pas du tout. Alors, quelques mots. Parlons d'abord de ta carrière professionnelle et puis on en viendra à la formation et on va essayer de reboucler tout ça. Okay. Alors, je vais démarrer par la carrière professionnelle. Bonjour à tous. Alors moi j'ai une carrière un peu atypique puisque j'ai pas du tout commencé dans l'agro et pour tout vous dire, j'avais un a priori, je me disais que je travaillerais jamais dans l'agro. Ça y est, Damien, il est déjà dans le débat, mais ça, on y reviendra. Donc, en fait, j'ai une expérience. J'ai commencé dans l'automobile, donc dans un service d'amélioration continue. Ensuite, j'ai rejoint une entreprise de chariot élévateur qui s'appelle Fenwick, où je suis rentré comme chef d'atelier. De chef d'atelier, je suis passé responsable d'UAP, donc d'unité autonome de production. Ensuite, je suis passé directeur de production, donc pour gérer toutes les UAP. Et ensuite, j'ai fini les 5 dernières années chez Fenwick, directeur industriel. Et là, c'était donc Fenwick, leader des chariots élévateurs. C'était un site dans l'Indre, c'est ça? Dans la Vienne, au nord de la Vienne. C'était où précisément? À Châtellerault. À Châtellerault, ouais. D'accord, entendu.
Donc site de 750 collaborateurs, pareil 250 millions de chiffre d'affaires. Donc une évolution assez intéressante. Donc je pourrais en parler plus longuement tout à l'heure. Très, très longtemps. Ensuite, pour des raisons personnelles, j'ai quitté mon job de directeur industriel pour rejoindre une région qui est très belle, le Sud-Ouest. Et en fait, j'ai démarré une carrière de consultant. Et j'ai rejoint un cabinet de conseil qui s'appelle Quaternaire. Et pendant 2 ans, j'ai découvert l'agro. Et j'ai accompagné beaucoup d'entreprises d'agro, ce qui m'a permis de faire un parallèle intéressant entre la métallurgie et l'agro, et surtout dans une fonction managériale où on s'aperçoit que les problématiques sont les mêmes. Et puis 2 ans après, j'ai rejoint Aqualand, voilà, où j'occupe le poste de directeur industriel. Ouais, effectivement, déjà, on a entendu beaucoup de choses. L'a priori, qui évidemment vient soulever l'enjeu de l'attractivité. Je crois que ça va être au cœur de nos échanges cet après-midi. Et puis, j'entends aussi la dimension managériale. Au fond, ce que tu es en train de nous dire, c'est que pour toi, c'est très important, en tout cas sur la fonction qui est la tienne. Ouais, tout à fait, tout à fait. Alors, ça, c'est l'évolution et une carrière professionnelle qui montre qu'effectivement, on a plusieurs jalons, plusieurs étapes dans une vie, plusieurs secteurs possibles aussi. Et puis, tu es parti de quelle formation ? Alors, allez, on prend tout, depuis tout le début. Tout début, sortie de collège, moi, j'avais pas envie de faire des grandes études. Voilà, je sais pas pourquoi. Et en fait, j'ai fait un BEP CAP électrotechnique. Donc rien à voir. Et oui, mais tu as été tout de suite dans l'opérationnel. Ouais, en fait, suite à ça, j'ai décidé de faire de l'alternance. Donc j'ai goûté à l'alternance dès le bac pro. Donc j'ai fait un bac pro équipement installation électrique. Donc j'ai rejoint une entreprise à 17 ans qui faisait des cuves de gaz. Donc j'ai découvert le métier de technicien de maintenance pendant 2 ans. Et puis en fait, ça a été une vraie révélation. Moi, ce qui me plaisait dans ce mode d'études, c'était le concret avec ce que je voyais à l'école. Et donc, j'avais plus besoin de travailler à l'école. Donc, voilà, j'avais trouvé ma voie. J'ai enchaîné du coup avec un BTS maintenance industrielle. Même chose, même entreprise. Et puis, j'ai fait du coup un diplôme d'ingénieur généraliste aussi par alternance au CESI à Angoulême. Alors, tout un parcours en alternance. Effectivement, voilà, c'est un des sujets effectivement qu'on aura l'occasion de mettre en lumière. Merci pour cette présentation. L'idée, c'est effectivement de vous inspirer et de pouvoir vous confronter à la réalité du parcours de Damien. Damien va être à mes côtés. La règle, cet après-midi, on donne la parole à chaque établissement. Présentation d'une 15aine de minutes, les principales formations dédiées à l'agroalimentaire, retour d'expérience, employabilité. Et puis, c'est le lieu du débat. On échange avec la salle et avec Damien. On pose les questions qui auront été suggérées par la présentation. Et pour entrer dans le vif du sujet, j'ai le plaisir d'appeler la première formation. Il s'agit de Purpan Toulouse. Vous pouvez les applaudir, les 2 représentants de Purpan, avec Marielle Pagès-Homs qui est responsable du département agroalimentaire et Michael Mouret, directeur général adjoint. Allez, quelques mots pour vous présenter le temps que vous lanciez votre diaporama. Marielle, on a eu le plaisir d'assister à l'une de ses interventions mardi. C'est une spécialiste des alternatives aux produits phytosanitaires. Ça, c'est le côté recherche, mais justement, c'est aussi ça, Purpan. Côté recherche et un côté enseignement, et vous êtes responsable du département agroalimentaire. Et puis, Michael Mouret, vous êtes directeur général adjoint de cet établissement avec, sur le côté recherche, quelques mots, 25 personnes, des enseignants-chercheurs, des ingénieurs, une plateforme qui s'appelle Toast, qui intègre notamment la technologie d'ozonation. Et pour ce qui est de la partie présentation de l'école d'ingénieurs, il me reste à vous donner la parole, Michael. Merci beaucoup pour l'introduction et merci beaucoup pour l'opportunité de venir présenter notre formation à vous toutes, vous tous. Donc l'objectif pour Marielle et moi, c'est évidemment de vous donner envie de venir nous rejoindre pour votre avenir. Je vais commencer par une présentation générale de l'école et puis Marielle vous parlera donc plus spécifiquement de la partie agroalimentaire.
Je vous laisse découvrir en fait cette vision en fait qui est la vision qui anime l'école. Vous pouvez la lire, je vais pas la répéter, ce serait un peu fastidieux. L'idée en fait, c'est qu'on est une école qui se veut être très en prise avec son tissu, son environnement et le tissu socio-économique. On a été fondé donc il y a plus de 100 ans, justement pour répondre à des problématiques concrètes des filières agricoles toulousaines. Voilà, j'en dirai pas plus. Juste pour vous dire que ce qui est important, c'est qu'on est une école associative, effectivement, une association loi 1901 qui est à but non lucratif, donc on n'est pas une école publique. Néanmoins, on est en contrat avec l'État, et donc on est ce qu'on appelle un établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général. Donc on a une mission de service public qu'on est fiers de réaliser aux côtés donc, de nos collègues du ministère, qui dépendent du ministère de l'Agriculture et qui sont des écoles publiques. Voilà, on a été fondé, donc, comme je l'ai dit, il y a plus de 100 ans, en 1919. En fait, ce qui nous intéresse à l'école, c'est différentes thématiques scientifiques, donc les sciences du vivant, l'agroalimentaire, ce qui nous occupe aujourd'hui, l'agriculture, l'environnement, et donc finalement on est connecté à tous les grands enjeux planétaires, et c'est en général pour ces raisons-là que les étudiants nous rejoignent. On offre 2 parcours. Un parcours ingénieur, donc sans prépa intégrée, c'est-à-dire que quand les étudiants rentrent à l'école, l'idée c'est de faire 5 ans, il n'y a pas une étape intermédiaire où on donnerait un diplôme intermédiaire, où il y aurait une sélection quelconque. Donc c'est Parcoursup pour entrer, c'est ça? Tout à fait, c'est une admission post-bac sur Parcoursup, et on s'engage donc pour un parcours qui dure 5 ans. On peut aussi rentrer en 2e ou 3e année, comme c'est indiqué, et l'idée c'est d'obtenir un diplôme qui a une équivalence, un grade de maîtrise. À partir de la 3e année, il est possible de rejoindre l'école, ou au moment quand on a intégré l'école, en fait, à partir de la 3e année, on peut passer sur un parcours en alternance. Donc, comme avait été évoqué précédemment. Donc, ça veut dire que les élèves peuvent faire 3, 4, 5, les années 3, 4, 5 en alternance. Ce qui a de nombreux avantages. Donc l'avantage d'être tout de suite dans le concret, hein, c'est une chose qui caractérise aussi l'école. On essaye, même pour ceux qui ne sont pas en alternance, de multiplier les opportunités d'être en prise avec le réel, avec le concret. Il y a beaucoup de stages, notamment à l'international. Mais ceux qui en veulent encore plus donc, peuvent le faire grâce à l'alternance qui commence à la 3e année. Dans notre cas, à nous, comme on est une école associative, il y a des frais de scolarité. Ça a aussi l'avantage supplémentaire que vous n'avez pas à payer les frais de scolarité, que vous êtes salarié en plus. Donc c'est aussi quelque chose à prendre en considération. Donc ça, c'est pour la partie ingénieur. Et on a aussi un diplôme qui est un diplôme d'agro-bachelor, qui est un parcours de 3 ans, admission post-bac également, avec la possibilité de rentrer en 2e ou en 3e année, pareil, sur dossier. Et ça confère donc un grade de licence. Donc là, on est sur des formations qui ont un but d'insertion professionnelle donc plus rapide, hein, juste au bout de 3 ans au lieu de 5, pour des cadres intermédiaires. La 3e année dans ce parcours-là est obligatoirement en alternance. Donc là, il n'y a absolument pas le choix. Donc vous voyez que pour cette formation-là, on veut des individus qui sont très opérationnels, très sur le terrain et très concrets. Au total, donc, on a plus de 1600 étudiants et on a plus de 170 salariés qui sont dédiés à accompagner donc, les jeunes qui viennent nous rejoindre. Alors, quant à l'employabilité, donc la slide n'est pas terrible à lire, mais pour dire qu'on a 91% de nos étudiants, lorsqu'on fait les enquêtes à 6 et 12 mois, en fait, qui sont en activité. C'est une moyenne sur les 2 dernières promotions. 86% sont en CDI, donc des emplois tout de suite stables. Vous pouvez découvrir le salaire brut par an moyen. Et vous avez aussi donc une ouverture à l'international qui se manifeste par un pourcentage non négligeable de jeunes qui sont à l'étranger. 20% sont pour l'industrie agroalimentaire. Une question, les 37 kilo-euros et 37 000 euros, c'est le fruit d'une enquête, j'imagine, auprès des anciens élèves. C'est ça, exactement. Donc on reste en contact avec nos anciens élèves. On est d'ailleurs fort d'un réseau de 6000 alumni. C'est une des caractéristiques aussi de l'école, c'est d'avoir un réseau très très fort qui est très prégnant dans le sud-ouest. Voilà, je ne vais pas en dire beaucoup plus, juste pour vous dire qu'on a 2 campus. En fait, plus exactement, on a un campus avec 2 sites. Un site qui est à Purpan, comme le nom l'indique, donc vraiment pas très loin d'ici. Et on a aussi un autre site qui est une ferme expérimentale qui nous sert d'outil pédagogique, de démonstration, de recherche et qui se trouve du côté de Seyss et qui comprend donc à la fois des productions animales, production végétale et production aussi d'énergie. Donc les domaines d'expertise, vous pouvez les découvrir ici. Et l'agroalimentaire en fait naturellement partie. Je ne vais pas m'appesantir plus. Juste pour finir, dire qu'on a 8
plateformes et laboratoires, 4 sur la partie toulousaine et 4 sur le campus de la Motte. Et en fait, sur la partie toulousaine, vous voyez en bonne position ici qu'on a une halle de technologie agroalimentaire assez récente, assez moderne, qui accueille nos élèves, plus des élèves d'autres formations d'ailleurs, parce qu'on la partage avec le tissu, encore une fois, socio-économique. C'est aussi quelque chose qui nous permet d'accueillir aussi des collaborations, des prestations de recherche. Voilà. Notamment sur l'ozonation dont on a parlé avec Marielle. Alors c'est une des plateformes, parce qu'on a cette halle de technologie élémentaire sur laquelle je voulais faire le focus, mais vous avez tout à fait raison, on a aussi ces deux plateformes, plateforme Toast et TFC, qui sont des plateformes qui ont été d'ailleurs largement financées par la région, qu'on peut remercier au passage, de technologie oxydative, donc utilisation d'ozone, et de fractionnement aussi par des techniques analytiques assez particulières et très spécifiques à l'école. C'est la plateforme TFC, donc est une plateforme unique en Europe dans la capacité en fait, de service qu'elle peut rendre. Intéressant. Voilà, et donc vous avez ici une image de ce que fait l'agroalimentaire et de ce à quoi elle ressemble, une partie. Et donc juste pour dire que tout ça est adossé à une recherche qui est très active. Vous pouvez en découvrir donc, les chiffres clés tant au niveau de production, donc notamment en publication, thèse, mais aussi ce qui est important à souligner, c'est les demandes de brevets. Donc dans les 10 dernières années, on a à peu près presque 2 brevets par an qui sont déposés sur les 10 dernières années, brevets qu'après ça on valorise auprès de partenaires. Une recherche qui nourrit l'enseignement. La recherche nourrit évidemment l'enseignement. Donc, les 75 enseignants-chercheurs, vous voyez, 75% ont un doctorat, sont habilités à diriger des recherches et donc sont très actifs aussi dans l'enseignement. Entendu. Et voilà, et je passe la parole avec plaisir à Marielle. Alors, Marielle, responsable du département agroalimentaire. Oui, donc on va faire un focus en particulier sur l'agroalimentaire avec cette photo qui est assez révélatrice. On a donc 2 cursus, comme le disait Michael, et un seul état d'esprit. Le premier, donc, qui est dédié à une formation d'ingénieur agro et le second à l'agro-bachelor, mais avec des dimensions agroalimentaires assez prégnantes tout au long du parcours. Alors concernant la formation ingénieur, qui est donc en 5 ans, il y a un découpage en 2 cycles. Un premier sur les 3 premières années qui est vraiment dédié à l'apprentissage et aux notions d'observation, d'analyse. Le second à donner des éléments clés pour proposer et savoir décider en tant que futur et ingénieur. Et donc, comme le disait tout à l'heure Michael, vous pouvez voir ici que dès la 3e année, il est possible de faire un parcours en alternance ou alors de décider de continuer le parcours de façon plus conventionnelle et classique avec différents moments clés, comme par exemple la 4e année où un semestre est dédié à soit partir en cursus universitaire à l'étranger. On a une centaine d'universités partenaires étrangères, aussi bien dans des pays anglophones qu'hispanophones. Donc ça, c'est un vrai atout et ça forge énormément nos étudiants. La possibilité ou alors de partir en mission solidarité internationale, par exemple avec une ONG, et en dernier lieu de poursuivre un parcours dédié à la recherche pour justement toucher du doigt la recherche qui pourra aussi nourrir les futurs ingénieurs. Et enfin, vous pouvez voir également la possibilité de faire des doubles diplômes. Donc on en a plusieurs qui peuvent être dans différents cadres et qui peut être intéressant pour les étudiants de mettre en œuvre dans le but d'avoir du coup une flèche supplémentaire à leur arc. Intéressant de dire que 46% de nos alternants et apprentis sont dans le secteur agroalimentaire. Donc ce n'est pas anecdotique à l'école. Alors juste pour vous faire un petit focus, et n'ayez pas peur, je ne vais pas commencer un cours d'agroalimentaire maintenant. L'idée était juste ici de vous faire pointer du doigt que finalement l'agroalimentaire, alors excepté en première année où peut-être on est plus dans une idée de socle commun sur des matières très scientifiques et fondamentales, dès la 2e année, vous voyez que très rapidement on va mettre de l'agroalimentaire de façon récurrente avec de la biochimie, de la nutrition, mais aussi des éléments autour de la transformation de la qualité, pour aller jusqu'en 5e année à un domaine d'approfondissement dédié. Alors là, cela signifie quoi? Cela veut dire que les étudiants qui le souhaitent peuvent choisir un domaine qui va, pendant plusieurs mois, les faire travailler autour de l'agroalimentaire. Ce domaine d'approfondissement se nomme innovation et développement de produits en agroalimentaire. L'objectif, c'est vraiment de maîtriser les compétences nécessaires pour aborder les différents métiers de l'industrie agroalimentaire. Donc, on est vraiment dans une démarche métier.
Et donc, c'est pour ça qu'il va y avoir différentes unités d'enseignement, certaines autour de l'audit et la démarche interne en qualité, la mise en œuvre d'une démarche HACCP. Ceux qui sont dans le monde de l'agroalimentaire la connaissent bien. La conception de produits, le développement de produits. Et là, on va venir s'appuyer sur notre halle agroalimentaire. C'est une halle qui est en fait une mini-usine. On a toutes les étapes de fabrication. Et elle en fait vraiment du coup un vrai intérêt parce que vous allez aussi bien devoir concevoir en amont le produit que le réaliser réellement avec des outils de production et aussi en mesurer les aspects qualité dans un contexte où il faut mettre blouse Charlotte et être dans un contexte qualité fort. Et puis enfin, projet entreprise. Donc comme le disait Mickaël, l'idée est vraiment de construire un ingénieur opérationnel. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut faire de la gestion de projet, être en relation avec des entreprises. Et donc, dès là, et même dès la 4e année, on va avoir des projets qui émanent d'entreprises. Donc, il y a vraiment un commanditaire qui vient de l'entreprise avec un sujet, qui le donne aux étudiants. Et ces étudiants vont le mener à bien pendant plusieurs semaines, et là même plusieurs mois. Donc, on est vraiment dans un objectif de concrétisation de la problématique terrain. Autre diplôme, c'est l'agro-bachelor. Celui-ci, il se fait en 3 ans. Alors, très rapidement, dans les 2 premières années, il y a bien sûr quelques unités d'enseignement dédiées à l'agroalimentaire, mais il y a surtout la 3e année qui comporte 3 parcours. Et l'un de ces parcours est un parcours Food Production and Supply Chain, c'est-à-dire autour de la gestion de la production et des chaînes d'approvisionnement en industrie agroalimentaire. Comme vous pouvez le voir ici, les métiers, alors possibles, il n'y en a que quelques-uns qui sont affichés, sont vraiment autour de la qualité, la logistique, la production, la gestion des flux, donc tout ce qui touche autour finalement de l'industrie agroalimentaire. Enfin, dernier élément, c'est que finalement, on a la chance d'avoir beaucoup d'enseignants-chercheurs dans nos murs. Et finalement, la recherche va nourrir l'enseignement. Et parfois aussi, l'enseignement, les projets menés par les entreprises peuvent être des démarrages de projets de recherche. Et le département que j'anime a pour objet la caractérisation de produits alimentaires et l'évaluation de leur qualité et de leur effet santé. Donc on est vraiment là dans une dimension de la compréhension de la matière première, mais aussi des produits que l'on va pouvoir développer et transformer. Et juste pour terminer, vous voyez, il y a plusieurs axes qui sont développés. Et si je prends le dernier, c'est-à-dire développer et caractériser des produits alimentaires et fermentés, je peux vous donner à titre d'exemple un projet autour de la valorisation alimentaire du lactosérum de brebis. Vous savez probablement qu'à partir d'1 kilo de fromage, on va avoir une production d'une grande quantité de lactosérum qui peut être problématique à terme s'il n'est pas maîtrisé, si elle n'est pas maîtrisée. Et donc de ce fait-là, l'idée était ici de proposer de réfléchir à comment valoriser ce lactosérum qui est finalement un coproduit de la production fromagère. Et donc, au travers d'une part de recherche, mais aussi de projets entreprises et projets étudiants, puisque ça a nourri un grand nombre de projets étudiants. Il a été réfléchi la caractérisation des lactosérums, notamment avec une notion de variabilité au cours de la saison. On a essayé de trouver des solutions de stabilisation de ce produit et on est allé jusqu'à développer 2 types de boissons pour optimiser les apports nutritionnels et puis également les aspects sanitaires. Donc voilà, c'est ce type également de projet de recherche qui va pouvoir venir nourrir l'apprentissage de nos étudiants. Des travaux qui ont été présentés hier après-midi sur le salon. Exactement. Vous pouvez retrouver le replay sur les réseaux sociaux du salon. Merci pour le rappel. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Vous verrez ici différentes journées dédiées à des portes ouvertes. Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir et puis d'échanger à nouveau avec vous sur ces sujets si cela vous intéresse. Merci, on peut applaudir Marielle et Mickaël pour cette présentation très claire. On passe à la phase échange-débat. N'hésitez pas à vous signaler, on peut faire circuler un micro. Vous pouvez poser les questions qui vous viennent. On va aussi échanger avec Damien. Une réaction peut-être déjà dans la salle, une question, une précision. Sinon, nous on lance le débat avec Damien. Damien, déjà,
l'école Purpan, quel lien est-ce que au sein d'un groupe comme Aqualand, on retrouve des ingénieurs ou bien des bachelors? Alors, il faut A pas que je priori, dise oui. de bêtises parce que je vois les têtes qui Ça, lâchent. on acquiesce. Alors, en tout cas, donc- une certitude de ce côté-là et Oui, du côté on de a- Damien, on confirme. On a des ingénieurs issus de Purpan dans notre entreprise. Donc, c'est forcément tout ce qui a été dit correspond à nos attentes d'un point de vue technique, je dirais. Aujourd'hui, tout ce que je vois ici sur des métiers type qualité, toutes les personnes qu'on a chez nous aujourd'hui correspondent exactement à ce qu'on attend. Il y a un socle HACCP il y a qui a un été, socle, etc. décrit. Et c'est très bien aujourd'hui que les écoles soient en dynamique par rapport à ça, puisque c'est vraiment le besoin des entreprises. Après, c'est plus une question, nous aujourd'hui, c'est plus une question que j'ai à vous adresser. C'est ce qu'on voit, c'est la difficulté qu'on a nous aujourd'hui dans l'organisation, c'est de faire évoluer des personnes, souvent d'un profil technique, à venir gérer des équipes. Dans votre présentation et dans les sujets, comment vous abordez la gestion humaine ou l'évolution vers des postes d'encadrement au travers de votre formation? Le management. Le management. Donc on a changé depuis peu en fait notre logo à l'occasion en fait du changement du logo INP, hein, parce qu'on fait partie de l'INP, on est associé à l'INP. Donc à l'occasion de ce changement de logo, on a fait évoluer. Avant on était agriculture, agroalimentaire, marketing, management. Donc vous voyez que ça faisait partie de nos préoccupations. On a voulu élargir un petit peu le propos et on a dit science. Parce que finalement, il y a de plus en plus de thématiques très transversales et humanité. Donc cet aspect en fait management, formation humaine est quelque chose qui est très important pour nous. Comment est-ce qu'on l'aborde? 25% en fait du temps étudiant en fait est consacré à la formation humaine. Et là-dedans, en fait, ils ont des approches qui sont assez spécifiques sur alors déjà, apprendre à se connaître eux-mêmes. Hein. Je pense que c'est pas à vous que je vais apprendre que pour être un bon manager, il faut d'abord savoir qui on est et quel type de management, avec quel type de management on est le plus confortable. Donc ils ont beaucoup de temps sur le premier cycle pour apprendre ces choses-là. Et après ça, 4e et 5e année, comme on l'a évoqué, on leur donne des techniques de conduite, de gestion d'équipe, de gestion des conflits, des choses de ce style-là, quoi. Donc ils vont en fait mettre ça en pratique. Alors, il y a quelques exercices un peu phares, comme par exemple ce qu'on appelle le projet d'entreprise, où l'un d'entre eux va devenir être chef de projet, manager l'équipe de ses camarades, ce qui offre parfois des bonnes rigolades, parce qu'elles ne sont pas toujours très optimales. Voilà, donc on aborde ces questions-là avec le plus de bienveillance possible, parce que management à l'école, c'est difficile de l'enseigner, quoi. Il faut le pratiquer pour le devenir. Alors, c'est une bonne remarque, Michael. Je me retourne vers toi, Damien, parce que effectivement, notamment en agroalimentaire, on a tendance à miser sur des profils techniques pour les faire évoluer vers des profils managériaux. Et pour autant, c'est pas parce qu'on est hyper compétent dans un domaine technique qu'on va être le bon manager. Alors justement, comment ça se passe au sein du groupe Aqualand? Et peut-être quelques mots aussi de ton expérience précédente, puisqu'au fond, Quaternaire, c'était un cabinet qui accompagnait les entreprises en la matière. Nous, comme beaucoup d'entreprises, hein, on a fait évoluer des personnes techniques vers des postes, des fonctions managériales. Ce qui est toujours difficile pour ces gens-là, c'est justement de travailler une matière qui n'est pas forcément apprise à l'école. Et la matière humaine, elle est complexe. Et de plus en plus complexe. Dans notre cas de figure, nous, on a 30 nationalités différentes. Donc, il faut s'adapter en permanence. Ce qu'on a fait, nous, à Aqualand, c'est qu'on a mis tout un système de coaching auprès des managers de proximité et des managers aussi de secteur pour les accompagner en permanence sur cet apprentissage-là, parce que y en a pour qui c'est facile, c'est le coup de l'équipe projet où il y en a qui vont aller très bien se débrouiller, et puis d'autres où ça va être des parties de rigolade, moins rigolo en entreprise. Mais voilà, il faut surtout adapter les fonctions. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur aussi de prendre des alternants. Nous, c'est ce qu'on fait sur des fonctions de chef d'équipe, par exemple. Ça les prépare. Alors, c'est pas facile, mais on l'a fait et ça fonctionne. Récemment, par exemple, on a un ingénieur qui a été chez nous 3 ans. Il a occupé une fonction de chef d'équipe. Il a aussi fait une fonction technique process. On vient de l'embaucher responsable de secteur d'un atelier de 100 personnes. Donc ça marche. Mais il faut mettre l'accompagnement qui va bien à côté.
Michael. Alors peut-être que je peux rajouter quelque chose sur cette partie, les outils qu'on donne. J'ai vraiment un aveu à vous faire. L'école de Purpan, hein, que j'adore évidemment, qui fait battre mon cœur, n'est peut-être pas l'école qui va vous donner le niveau technique le plus élevé. On va se le dire très nettement. Parce que justement, on essaie de donner à nos étudiants une vision complète des filières et du coup, on leur donne des notions en fait, qui vont aussi bien au niveau de la production que de la transformation, que de la commercialisation, la valorisation et toutes ces choses-là. Ce qui fait qu'ils n'ont pas le temps finalement d'approfondir à fond un domaine technique très précis. Mais l'avantage qu'ils peuvent avoir, c'est cette appréciation et le langage aussi, de pouvoir parler de façon transversale à des équipes qui sont dans leur entreprise, l'entreprise qui vont les embaucher. D'où une forte capacité d'adaptation. Effectivement, Marielle ? Oui, juste pour compléter, effectivement, le fait d'être très confronté dès le début à une multidisciplinarité, parce que dès la première année et la deuxième année, ils vont pouvoir faire de la biochimie ou de la pédologie et des sciences de gestion ou de compta, par exemple, parce qu'on on veut en faire des ingénieurs généralistes pour justement avoir cette vision assez large. Et finalement, on s'aperçoit que quand ils montent un petit peu vers de la gestion de projet, le fait qu'ils aient cette vision un peu transversale va leur permettre d'avoir des clés de compréhension au-delà de la technicité qui peuvent être juste une intelligence environnementale et de compréhension humaine. Voilà. Compréhension humaine, on entend la polyvalence. Damien, tu as évoqué le fait qu'il y ait une grande richesse en termes de nationalité. Ça veut dire plein de langues différentes. Au fond, il y a une dimension internationale qui a été soulignée. Est-ce que ce n'est pas justement un des vecteurs clés, quelqu'un qui arrive et qui a su se débrouiller dans d'autres pays, dans d'autres situations, sur la ligne de production, il saura peut-être communiquer avec quelqu'un qui vient, je ne sais pas, d'Europe de l'Est ou d'autres parties dans le monde. Tout à fait. Nous, on le voit en fait entre des chefs d'équipe qui sont issus du terrain et qui n'ont pas eu forcément un parcours, qui ont évolué comme ça dans l'entreprise et qui ne parlent pas anglais, qui ne parlent pas espagnol, et des ingénieurs qui viennent d'arriver, qui ont eu la chance d'avoir un parcours à l'étranger. C'est tout de suite un plus de parler anglais, parce que ça peut mettre du lien. C'est tout de suite un plus de parler espagnol, ça met aussi du lien. Donc ne pas négliger l'apprentissage des langues. Je pense que cette ouverture, quand on est étudiant, il faut l'apprendre, puisque ça permet aussi de voir d'autres cultures, et ça amènera une richesse dans l'entreprise et un avantage, c'est certain. Marielle. Juste peut-être pour compléter, nos étudiants, notamment ingénieurs, et d'ailleurs agro-bachelor, font 2 sessions à l'étranger. Une, très généralement dans une exploitation agricole anglophone ou de transformation. Donc là, ils ont déjà un pied concret dans le monde, on va dire, professionnel. Et ensuite, ils vont repartir en université. Donc c'est vrai qu'ils ont 2 visions et 2 perceptions de l'étranger et d'une culture différente du fait de ces 2 moments qui aussi apparaissent à des phases de leur vie différentes, puisqu'ils ont 18-19 ans pour la première, ils ont un autre parcours vers 21-22 ans pour l'autre. Donc c'est aussi 2 niveaux de maturité. C'est très clair. On a le temps pour une dernière question, une réaction. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ah oui, alors on va vous amener le micro de Damien pour simplifier. Alors, merci de vous présenter avant de poser votre question, s'il vous plaît. Bonjour, je suis Maria, j'ai fait mes études au Portugal. Comme il sait, je suis bachelor agroalimentaire. Si j'ai bien regardé, je pense qu'au niveau d'études qu'on fait au Portugal, c'est rien à voir ici. Dans votre parcours qui vous dit ou les métiers qu'on sort après qu'on fait un bachelor, je ne vois pas qu'ici les élèves ils voient un technicien de laboratoire. Donc nous là-bas, on est fortement, on peut être technicien de laboratoire. C'est point de départ. Après, on peut être dans la production, assistant de qualité, manager et tout ça. Vous voulez dire au niveau... J'aimerais bien savoir, dans la production, vous commencez le laboratoire à partir de quand que vous débutez le laboratoire pour les élèves? Alors la partie laboratoire chimie, microbiologie
Est-ce que ça fait partie des débouchés peut-être du bachelor? Alors oui, alors, je pense qu'il y a deux choses. Il y a la première chose, le type d'emploi que nos étudiants de bachelor occupent à la sortie avec le diplôme de 3 ans. Donc on a peu de recul pour l'instant parce qu'on a commencé il n'y a pas si longtemps que ça. On en est à la 5e promotion là, ou 6e promotion. Et du coup, mais j'ai pas cette notion qu'on les emploie comme techniciens de laboratoire. C'est-à-dire qu'on les emploie comme cadres intermédiaires et du coup, ils vont pas être attachés à tout de suite en fait à faire de l'expérimentation et d'être employés comme techniciens. Et en tout cas pas en laboratoire. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, pour ce qui est de quand est-ce qu'on les met au contact du laboratoire. Alors dès la première année, en fait, ils ont des séances de travaux pratiques. Ils en ont vraiment beaucoup d'ailleurs. Assez fondamentaux au démarrage, en chimie, en biologie, microbiologie. En deuxième année, donc typiquement pour l'agro-bachelor, ils vont faire de la microbiologie alimentaire. On vient de finir d'ailleurs les TP de microbio alimentaire la semaine dernière. Donc avec voilà, et après ça ils vont passer aussi à des TP donc plus là de production agroalimentaire quand ils vont à la halle de transformation agroalimentaire. Donc vous voyez en fait dès la première année il y a des travaux pratiques et donc ils vont faire un travail technique de technicien de laboratoire, puis petit à petit ils vont être amenés à superviser plus des productions quoi. Mais la partie TP se fait dès la première année, que ce soit ingénieur ou que ce soit bachelor. Merci pour ces précisions. On va applaudir Michael et Marielle, les remercier pour cette présentation. Vous pourrez poursuivre les échanges et ils restent bien sûr parmi nous. Et nous poursuivons selon le même principe avec le deuxième établissement qui va prendre la parole. C'est l'Agro de Toulouse. J'ai le plaisir d'appeler Maya Fosseux, présidente de la Junior Entreprise, et Pascal Lafaille, directeur de l'Agro de Toulouse, l'ENSAT. Vous pouvez les applaudir. Merci. Quelques mots sur vous deux, le temps que vous installiez votre présentation. Pascal, vous avez une carrière dans l'enseignement et dans un domaine tout à fait spécifique de recherche. Il s'agit de l'environnement aquatique et de l'ichtyologie. Je le dis parce que quelque part, ça peut intéresser Aqualand, me semble-t-il. Oui, tout à fait. Tout animal à écailles qui vit dans l'eau, il n'y a pas de souci. Eh ben, c'est les animaux à écailles, c'est Aqualand. Donc je pense qu'il y a des connexions qui vont être faites. Je veux présenter également Maya Fosseux. Vous êtes élève en seconde année, vous êtes présidente de la Junior Entreprise. Ça a été votre parti pris de mettre en avant la Junior Entreprise. C'est intéressant. Vous allez nous en dire plus parce que notamment, il y a des missions effectivement qui peuvent être réalisées pour les entreprises agroalimentaires. À vous la parole, Pascal, pour présenter l'Agro Toulouse. Merci, bonjour à tous. Donc, c'est pas exactement moi qui va prendre toute la parole, hein, c'est plutôt Maya. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi on est venu avec la Junior Entreprise. Donc, l'Agro Toulouse, c'est une école publique qui a fêté ses 115 ans aujourd'hui, qui est du ministère de l'Agriculture et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc, on forme à peu près 180, 160 élèves par an, avec une soixantaine d'enseignants-chercheurs qui sont à mi-temps chercheurs, à mi-temps enseignants et beaucoup de personnel technique. Donc en fait, voilà, ce que je vous disais, c'est qu'ici, en fait, dans une école, on a essentiellement un seul diplôme d'ingénieur et on a quelques autres particularités par rapport à l'agroalimentaire. La particularité de notre formation, c'est qu'en fait, on forme deux types d'ingénieurs. On forme des ingénieurs qu'on va appeler des managers et des ingénieurs qu'on va appeler des scientifiques. Tout simplement, on va former dans l'agronomie ou l'agroalimentaire, ça va être des ingénieurs qui vont être plutôt des architectes, qui sont capables de penser, comprendre ce qu'attendent les personnes, trouver les bonnes compétences, concevoir le produit, le revendre, etc. Mais on va concevoir aussi des ingénieurs qui sont des joueurs d'échecs, c'est-à-dire qui sont capables et sont formés pour répondre aux questions actuelles. Voilà, on sait très bien transformer une truite, on sait très bien faire du marketing, on connaît très bien le marché, etc. Mais on est déjà sur l'étape suivante. Changer l'alimentation, autre type d'alimentation humaine, trouver du marché à l'étranger. Donc voilà, on les forme vraiment dans cette agilité, c'est-à-dire être capable d'être prêt pour des métiers qui n'existent pas encore aujourd'hui. Tout simplement parce que dans 30 ans, on change à peu près la moitié des exploitants agricoles et notamment aussi des chefs d'entreprise. Donc il y a des métiers qui n'existent pas et qui vont se développer derrière. Alors pour cela, en fait, on les forme sur 7 compétences. Ce sont des compétences qu'on appelle managériales et scientifiques. Voilà, savoir diagnostiquer, savoir conseiller, communiquer,
gérer, valider, concevoir et par exemple savoir produire. Donc c'est par exemple un ingénieur qui serait dans une entreprise pour réduire les pertes de matières premières dans une ligne de production. Mais en fait, tous les ingénieurs sont capables de faire tout ça. Et ils ont toutes ces notions-là. Et c'est en dernière année qu'ils vont vraiment se spécialiser derrière sur autre chose. Donc on essaie de diversifier, en fait on a en parcours la carte, donc ils ont un tronc commun tout au début, puis ensuite ils vont choisir eux-mêmes ce qu'ils veulent en fonction de leur projet professionnel, donc on les fait vraiment réfléchir à quel est leur projet professionnel, bien entendu la sortie de l'école, parce que l'objectif c'est qu'ils puissent changer de projet professionnel comme on l'a vu, c'est ça aussi l'intérêt, donc avoir des valises bien pleines de compétences pour s'adapter. Et en fonction de ça, les 2 dernières années, ils vont choisir eux-mêmes. Si ce n'est pas à l'école, ça va être à l'étranger. De toute façon, la mobilité internationale est obligatoire. Le niveau d'anglais minimum est obligatoire. Les cours en anglais en dernière année sont obligatoires, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sur 180 étudiants qui sortent par an de l'école, on a plus de 250 métiers complètement différents dans tout ce secteur d'activité, avec beaucoup de TPE, PME. Et si on regarde les grandes fonctions, en fait, ça rejoint les ingénieurs généralistes qui sont des managers ou des scientifiques. Ça va être tout ce qui va être R&D et tout ce qui va être le conseil. Alors l'insertion, il n'y a aucune difficulté puisqu'en fait, on a 60% environ des élèves qui ont déjà un emploi avant d'être diplômés. Et on arrive à plus de 90% à la fin, au bout de 6 mois. Et on a une partie qui vont continuer à faire leurs études autour de 13-15%, soit pour faire de la recherche avec donc des doctorats, soit partie d'enseignement, donc avoir une formation spécifique, soit avoir des projets où ils ont besoin de compléments derrière pour être beaucoup plus spécialisés sur des techniques bien précises. Donc tous les secteurs vont de l'agriculture, l'environnement, l'alimentaire, etc. En fait, tout ce qui peut exister entre la fourche et la fourchette. Si vous voulez du champ à l'assiette, tous les métiers sont possibles. Et en regardant sur les 5 dernières années, l'agroalimentaire, c'est fonction des années, entre 5 et 20% des premiers emplois. Alors la formation est très particulière en fait, c'est que les élèves sont toutes les années, tous les semestres, mis en face à des projets qui sont complètement interdisciplinaires et qui sont inspirés sur des situations qu'ils vont trouver dans le monde professionnel. Alors ils ont des cours de ressources scientifiques, apprendre la biochimie, etc. Mais tout ça, ils vont l'apprendre à le mobiliser. Et donc, par exemple, dès qu'ils arrivent à l'école, ils vont apprendre à faire du vin. Faire du vin, c'est-à-dire partir faire les vendanges, c'est-à-dire partir à savoir faire la vinification, de la chimie, un peu de mathématiques, faire du marketing, faire du conseil, trouver où les vendre. Donc voilà, ils mélangent toutes ces sciences sur 2 projets par an derrière. J'en profite pour dire, Pascal, que l'Agro de Toulouse est un des centres qui permet aussi de délivrer le diplôme d'œnologue. Je voulais en parler après. Et en fait, au départ, on leur donne des projets et au fur et à mesure, c'est eux qui vont chercher leurs projets en fonction de leurs priorités. Et donc dans les spécialisations de dernière année, je vous ai mis en orange tout ce qui va être ingénierie agroalimentaire. Donc sur 180 étudiants, c'est environ 20 à 30 élèves qui vont partir sur cette thématique-là. Tout le reste permet toute cette diversité qui permettent de faire jusqu'à la production et derrière l'exploitation. Donc nos enseignants sont liés à des laboratoires et notamment des laboratoires qui sont en lien avec tout ce qui va être santé alimentaire, tout ce qui va être transformation alimentaire. Et donc, comme les enseignants sont à moitié chercheurs à 50% de leur temps et enseignants, on est toujours sur la pointe derrière. On a une formation aussi par apprentissage. C'est le même diplôme à la fin, c'est la même sortie, mais ça permet de diversifier vraiment les recrutements. Donc, on a tous les types de recrutement, les prépas, mais aussi les buts, ou les DUT si on voulait à notre époque. Tout ce qui va être les BTS agricoles, les BTS mers, on peut aussi, les licences pro, tout ce qui va être reconversion. Ça fait dire que, en fait, tous les avenirs sont possibles en fonction de votre formation avant de vouloir entrer dans une école d'ingénieur. On a toujours une voie qui est possible. On a même des reconversions, etc. Et donc aujourd'hui, ceux qui sont en apprentissage, c'est à peu près entre 4 et 10 étudiants par an dans ce type d'exploitation. Donc comme vous l'avez dit, on est un des 5 centres en France de former les œnologues en France, puisque c'est un métier qui est réglementé et on a 2 promotions de 36 élèves par an qui sont totalement en alternance sur les 2 années derrière et qui vont sur tous les types de métiers qui sont en lien avec le vin, la vigne, etc. Et la dernière chose qui est très importante, c'est pour ça que j'ai demandé à Maya de m'accompagner, c'est parce qu'en fait dans notre école on souhaite que nos élèves sont vraiment au cœur de la formation
par choisir leur formation, choisir leur projet, choisir les UE. Et quelque chose qui est très important derrière, c'est d'avoir créé cette junior entreprise pour continuer à développer les compétences que l'on a vues après. Alors Maya, à vous la parole. Effectivement, l'enjeu c'était aussi de parler d'employabilité. Quoi de mieux effectivement que de s'impliquer dans une junior entreprise? Absolument. Merci Monsieur Lafaille pour la présentation. Donc Agro Toulouse Consulting, c'est la junior entreprise donc, de l'Agro Toulouse. Je vais commencer par vous rappeler un petit peu ce qu'est une junior entreprise. Donc c'est une association de loi 1901, mais une association étudiante qui est donc à vocation économique et à caractère pédagogique, puisque notre but, c'est de proposer aux étudiants de l'école des missions rétribuées qui leur permettent de monter en compétences sur tous les domaines qui sont enseignés à l'Agro Toulouse. Donc nos valeurs sont adaptabilité, dynamisme et ambition. Nous sommes une équipe donc, de 17 administrateurs et administratrices étudiants à l'Agro Toulouse qui travaillent sur la junior entreprise cette année. Nous sommes quelques-uns présents sur le salon aujourd'hui. Vous pourrez nous retrouver avec nos polos et notre logo dans le dos. On les salue, ils sont visibles. Donc nous avons différents objectifs au sein de la junior entreprise puisque nous sommes vraiment liés au monde étudiant comme au monde professionnel. Donc pour les étudiants, tout d'abord, nous voulons vraiment leur proposer un panel diversifié de missions qui leur donne accès à tous les domaines enseignés dans l'Agro Toulouse. Et nous leur permettons donc de monter en compétences puisque les missions leur permettent donc de pratiquer les compétences théoriques qui leur sont enseignées durant leurs études. C'est également donc un moyen de permettre le lien entre le monde professionnel et étudiant, puisque les missions sont réalisées auprès d'entreprises du milieu avec lesquelles ils pourront travailler plus tard, après la fin des études. Et puisque les missions sont rétribuées, la junior entreprise permet également de lutter contre la précarité étudiante, quelque chose qui n'est vraiment pas anodin. Pour les entreprises, nous permettons différentes choses. Donc, tout d'abord, faire connaître l'entreprise au sein de tout l'écosystème de l'école, donc les étudiants, les enseignants-chercheurs et autres personnes. Nous permettons aussi de proposer un groupe d'étudiants motivés sur tous les projets, puisque les différentes missions sont proposées à plus de 500 profils au sein de l'école, donc plus de 500 étudiants donc, qui sont motivés et volontaires pour les missions et donc qui apportent chacun également leurs compétences. Les étudiants donc, étant toujours en cours de formation, ils ont accès à la possibilité de demander conseil aux enseignants-chercheurs qui sont présents sur l'école et qui leur permettent aussi d'avoir accès donc, aux nouvelles innovations scientifiques sur lesquelles ils sont donc experts. Et enfin aussi l'avantage pour les entreprises de travailler avec une junior entreprise, c'est que les missions se concentrent vraiment sur le propre agenda de l'entreprise et de la structure et permettent également de travailler donc, sans mobiliser les équipes internes aux structures, quelque chose qui est assez différent notamment des stages ou des projets partenariaux qu'on peut avoir au sein de la formation. Donc notre offre de prestations, comme j'ai pu le mentionner, c'est vraiment tous les domaines qu'on nous enseigne à l'Agro Toulouse, mais donc plus particulièrement pour l'agroalimentaire, donc on peut travailler dans les domaines de l'œnologie ou de l'alimentation, donc notamment pour préparer une séance de dégustation ou encore travailler sur le management de la qualité, de la sécurité agroalimentaire. Et enfin, plus en laboratoire, on peut aussi travailler sur des tests produits, des analyses microbiologiques ou encore organoleptiques. Et les étudiants peuvent aussi travailler donc, sur tout ce qui est études de marché ou des études sociologiques ou encore donc, tout ce qui va toucher sur le marketing et la communication. Donc c'est vraiment un panel extrêmement diversifié d'offres de prestations. Donc voilà un exemple, par exemple, donc de quelques clients avec lesquels on a pu récemment travailler dans le domaine de l'agroalimentaire. Il faut savoir qu'à la junior entreprise, on travaille vraiment avec tout type de clients, donc du jeune entrepreneur à la grande entreprise ou encore donc au laboratoire comme l'INRAE, comme vous pouvez le voir. Et nous respectons également donc, une clause de confidentialité avec ces clients qui peuvent être adaptés donc, à tous leurs projets. Donc maintenant, je vais vous présenter quelques exemples de missions sur lesquelles nos étudiants ont pu travailler. Donc tout d'abord, une étude sociologique donc, qui a consisté tout d'abord dans une étude bibliographique et ensuite la réalisation de questionnaires et d'entretiens téléphoniques ou en face-à-face avec des restaurateurs.
Ensuite, les étudiants ont pu réaliser une étude de marché, donc avec la création, la diffusion et l'analyse d'un questionnaire, et ainsi que la création d'une base de données. Et enfin, les étudiants ont pu travailler sur l'animation de salons, donc avec l'organisation, la réalisation d'analyses sensorielles sur le salon, une animation d'escape game sur le salon, ainsi que la coordination et la gestion de stands. Donc, lorsque vous travaillez avec une junior entreprise, c'est exactement le même principe que travailler avec un prestataire externe classique. Donc, suite à la réception de votre demande de projet, il va y avoir une phase de négociation où on va pouvoir donc élaborer le devis le plus approprié possible au projet. Ensuite, nous allons signer un contrat légal, donc ici sous la forme d'une convention d'études. Et nous allons ensuite effectuer donc la sélection des intervenants par un entretien, ce qui assure vraiment la motivation et la compétence de l'élève ou des élèves choisis pour le projet. Et donc ensuite, pendant la réalisation de la mission, nous assurons un suivi, que ce soit du côté de l'entreprise et du côté de l'étudiant, pour s'assurer que tout fonctionne et le projet est aussi adaptable au courant de la mission. Et donc à la fin, nous vous remettons les résultats de l'étude et enfin les étudiants sont rétribués. Donc la seule particularité dans notre travail qui vient d'apparaître, c'est que suite à la réception de la demande, nous devons valider le caractère pédagogique de l'étude, puisque nous sommes dans l'obligation de faire des études avec une composante pédagogique, donc une étude où une phase de la mission sera en adéquation avec ce qu'on a appris dans nos enseignements à l'Agro Toulouse. Merci de votre attention. Merci Maya et Pascal, on peut les applaudir. C'était très intéressant, effectivement. J'ai noté l'animation de salon. On va glisser la proposition dans l'oreille des organisateurs. Je me tourne vers... Salon de l'agriculture à Paris, par exemple. Donc, vous voyez, eh ben, pourquoi pas effectivement intervenir sur le prochain salon CEFI à Toulouse. Damien, première réaction peut-être déjà effectivement sur cet aspect junior entreprise. Quelle réaction ça te suscite? La réaction, c'est que j'étais en train de me le noter dans mon téléphone parce que je connaissais pas. Je trouve ça génial de permettre aux étudiants de pouvoir toucher du doigt des projets. Et je pense que moi, la question que j'avais, c'était quel rayonnement géographique vous avez vis-à-vis de... Vous êtes implanté à Toulouse. Jusqu'où vous allez au niveau des projets? Est-ce qu'il y a une limite? Est-ce qu'une entreprise de Paris peut vous contacter, par exemple? Vous voyez, Damien, il est très concret. On est déjà dans la négo, le périmètre, et on va parler de tarifs après la conférence. Alors, pour l'émission, on fonctionne... en fait, ça dépend du projet. Si c'est un projet qui sera avec des nécessités de présentiel, il faut prendre en compte donc en effet que les élèves seront en cours pendant la semaine. Après, pendant les vacances, il n'y a aucun souci a priori. Donc c'est vrai que pour le présentiel, on essaye de limiter à 2 heures de transport pour nos étudiants. Mais on a énormément de missions qui se font en distanciel. Et là, on peut travailler avec n'importe quelle entreprise de n'importe où, même n'importe où dans le monde. Donc il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Même une mission en anglais, c'est vraiment pas un souci. Ok, très bien, c'est noté. Alors, on va continuer sur la junior entreprise, peut-être sur la présentation au fond dans son global et faire un lien avec les enjeux de management. J'ai remarqué que vous avez utilisé l'écriture inclusive avec donc du coup, j'imagine derrière ça une vraie philosophie de prise en compte de toutes les différences, de la parité. Est-ce que déjà c'est un signe pour toi d'élèves qui ont été formés justement aller à regarder la société un peu de façon plus complète, quoi. Tout à fait. Moi, je trouve que c'est très clair. C'est clair qu'aujourd'hui, on a besoin de personnes qui sont capables d'avoir une vue globale, mais aussi avoir une vue locale. Donc, moi, je trouve que tout ce que vous présentez là peut correspondre aux besoins des entreprises. En tous les cas, moi, j'arrive à transposer ce que vous dites dans l'entreprise. Moi, ça me parle en tout cas. Et l'Agro Toulouse, c'est un établissement des ingénieurs qui sont connus pour le groupe Aqualand? Pas vraiment. Donc c'est pour ça que je note. Et la question du périmètre géographique, elle n'est pas par hasard, parce que je trouve que soit c'est nous qui ne nous faisons pas assez connaître, soit c'est vous. Mais en tous les cas, il y a quelque chose pour nous qui ne résonne pas là.
Est-ce qu'il y a des réactions dans la salle, des demandes de précision, des questions à adresser à nos intervenants? Sinon, je lance un sujet parce qu'au fond, à travers votre présentation, vous avez mis l'accent notamment sur les transitions, l'idée d'anticiper ce que seront les métiers de demain. Alors, les transitions, peut-être, alors je vais te laisser compléter Damien, mais c'est quelles transitions pour toi qui sont très importantes? Moi, j'ai amené une précision par rapport à mon commentaire précédent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, responsable des sites de transformation en France, en Espagne, je n'ai pas forcément ce contact-là. Par contre, je me demande si vous n'avez pas des contacts avec la filière amont. Parce que nous, quand vous dites de la fourchette à l'assiette, nous, on est de l'œuf à l'assiette. Nous, les vraies questions qu'on se pose demain, c'est l'eau. Sans eau, on n'aura pas de poissons. Donc, on a des vrais virages à prendre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pouvoir bénéficier d'une école qui est en avance de phase et qui va rechercher des choses, c'est un vrai appui, je pense, pour les entreprises. Oui, tout à fait. Il ne peut pas y avoir de poissons sans eau, comme il peut y avoir de l'eau sans poisson. Donc ça, c'est la problématique. Et l'eau, c'est multi-usage. On en a besoin pour l'eau potable, on a besoin pour les industries, on a besoin pour l'agriculture, etc. On a besoin pour l'industriel, le nucléaire, par exemple, chez nous. Hein. Donc, en fait, on essaye de les former pour qu'ils déjà ils soient projetés sur, pas 3 ans à la sortie de l'école, mais dans 4, 5, 30 ans, enfin vers 2030, avec toutes les problématiques qui arrivent. Et ça, ce qui nous permet de le faire, c'est parce qu'on a ces enseignants-chercheurs qui sont au cœur de l'innovation dans ces laboratoires publics avec l'INRA et le CNRS, qui sont en lien direct avec ces demandes, qui font partie des commissions où justement on est en train de travailler avec l'agence de l'eau sur les perspectives qui ne sont pas réjouissantes sur l'eau. Donc on est obligé de les former pour apprendre comment on pourrait faire s'il y a moins d'eau, comment on pourrait faire s'il n'y avait pas d'eau. Et qu'ils soient prêts derrière à pouvoir répondre à toutes ces attentes qu'on ne connaît pas en fait. On ne sait pas comment. C'est ça la transition. On sait d'où on part, mais on ne sait pas où on va arriver. Donc il faut qu'ils apprennent à comprendre, à manager, à diriger, à proposer des solutions dans cette incertitude où on ne sait pas exactement où on va aller. Intervention de l'agence de l'eau hier matin sur le bassin Adour-Garonne. 1,2 milliard de litres d'eau de déficit à horizon 2050. On va avoir des gros soucis. Donc effectivement, on a besoin d'ingénieurs qui soient formés à ces enjeux. Et c'était ma deuxième question, mais tu as déjà fait le lien. C'est que c'est vrai qu'Aqualand, groupe coopératif. Donc là, la vision fourche à la fourchette est hyper importante. Complètement. Nous, nos enjeux, on le sait aujourd'hui. Donc, moi, sur la partie transformation, mais s'il n'y a pas d'élevage, il n'y a pas de transformation. Et s'il n'y a pas de transformation, il n'y a pas non plus d'élevage. Et sans eau, il n'y aura pas d'élevage non plus. Moi, je trouve que on est dans l'incertitude. On ne sait pas ce qui va se passer. On a des perspectives, il y a des projections. Mais il est clair que de préparer les jeunes à trouver des solutions dans un monde incertain, moi je trouve ça top, et d'avoir un regard nouveau, puisque souvent dans l'entreprise on vit avec le passé aussi. Donc on a des certitudes par rapport à ce qu'on a vécu, mais on a du mal aussi à se projeter. Donc c'est très bien que des jeunes étudiants, des jeunes viennent sur le marché avec un regard différent. Alors des jeunes étudiants, justement Damien. On a Maya, sous la main, j'allais dire, en tout cas à proximité. On va en profiter. Maya, au fond, quel est ton regard sur tes débouchés professionnels, ton avenir professionnel, et puis le secteur agroalimentaire, comment tu le vois ? Alors moi, mes débouchés, c'est vrai que ça a beaucoup évolué suite à mon parcours donc à la junior entreprise. C'est vrai que je suis très intéressée par tout ce qui est le management, et l'agroalimentaire, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, notamment dans le plan personnel, puisque je suis végétarienne et je sais les enjeux de ce régime particulier, et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup au niveau de l'élaboration de nouveaux produits et de comment justement permettre à ces régimes de continuer d'exister, alors que la viande, c'est une grande question, et que les produits qu'on nous propose aujourd'hui sont soit pas appétissants, soit simplement pas suffisants. Donc c'est vrai que c'est quelque chose, moi, qui m'intéresse beaucoup dans le côté managérial, mais dans l'agroalimentaire toujours. Et oui, et Damien, en fait, ce qui est intéressant en se connectant au monde étudiant, c'est qu'on se connecte aussi aux nouvelles générations. Hein, c'est vous qui allez faire la France de demain. Et donc, quelque part, il faut prendre en compte cette attente, y compris pour la végétalisation de l'alimentation. Entre autres, hein, il y a aussi de nouvelles attentes qui émergent. Et donc, quelque part, ça bouscule quand on est un acteur de l'agroalimentaire, mais ça aide à avancer et à anticiper.
Bah, tout à fait. En tout cas, moi, je sais que tout à l'heure, j'ai pu dire que je me disais jamais je travaillerais dans l'agroalimentaire. Et j'aimais beaucoup le management aussi. Et moi, c'est ce qui m'anime en tout cas. Et ce qui a fait sens, moi, chez moi, c'est pas forcément le côté vegan ou le côté végétarien. C'est le Covid. Le Covid qui m'a fait comprendre que participer à une mission qui permet de nourrir la population, ça fait sens. Et donc, ça a fait sens chez moi de rejoindre une entreprise agroalimentaire parce que je participais à ça à mon échelle. Alors, c'est pas n'importe quelle entreprise. C'est une entreprise qui gère de l'œuf à l'assiette, qui gère tout, qui maîtrise l'ensemble de sa filière. Et c'est une entreprise, alors elle n'est pas, c'est pas végétarien, mais en tous les cas, on est fiers de dire que nous, notre indice de conversion, c'est 1 kg d'aliments, 1 kg de chair. Donc, on est plutôt pas mal dans le bilan, même si on peut travailler et faire plein de choses sur l'alimentation de nos truites. Je pense qu'on a l'aliment de demain, il va falloir qu'on le trouve, ça c'est évident. Mais voilà, en tout cas, par rapport à ce que vous dites, moi, c'est ce qui a fait sens chez moi. Et j'allie le management à du sens, voilà, globalement. Nourrir les autres, c'est une noble mission. Merci à vous, Pascal. Vous vouliez rajouter le mot de la fin? Je voulais juste dire que de toute façon, nos ingénieurs et les industries agroalimentaires sont totalement indispensables parce que tant qu'on doit manger 3 fois par jour, on est obligé d'avoir ce type d'ingénieur, on est obligé d'avoir ce type d'entreprise. Et ce qu'on voulait vous montrer, c'est que ce qu'on prend aussi dans cette école, c'est la diversité. C'est pour ça l'écriture inclusive. Et il n'y a pas qu'une solution dans l'avenir, il y a diverses solutions. Manger des truites, manger des végétaux, etc. C'est tout ça qui permet d'avancer. Voilà. Donc, on est tous faits ça sera le mot de la fin, Pascal, et c'est riche en perspectives. Merci à vous, on peut les applaudir à nouveau. Merci d'avoir accepté de vous prêter à l'exercice. Troisième intervention, j'ai le plaisir d'appeler le centre de formation Beaulieu-Lavacan, représenté par Céline Lacoste, qui coordonne le BTS Bioalim, Anne Letellier, directrice, et Lucas Rouche, responsable de secteur Findus France. Bienvenue à vous trois. Vous l'aurez compris, Lucas, je en profite de l'installation du diaporama, est un ancien diplômé, tout récent plutôt, obtenu en 2022. Il a poursuivi ses études, vous allez nous en dire plus, avec une licence commerce-vente avec l'IFRIA. Et puis Anne Letellier, directrice depuis janvier 2024. Vous êtes ingénieur agronome de formation, spécialiste des productions animales. Vous avez tout un parcours, notamment en CFA. Et puis Céline Lacoste. La particularité, c'est que vous, le BTS, vous le connaissez bien, puisque vous avez été diplômé en 1999, justement, à Beaulieu. En 2000, pardon de préciser, c'était hier, attendez, ça passe tellement vite, vous savez. Puis vous avez commencé votre carrière au CPA, le centre technique, qui a notamment intervenu lors de la matinée décarbonation. Vous êtes désormais responsable pédagogique du BTS et formatrice en génie industriel. Je parle beaucoup du BTS, mais il n'y a pas que cette formation. Je vais vous laisser présenter les formations. Et tout d'abord, le centre de formation Beaulieu-Lavacan, avant de rentrer dans le détail des formations agroalimentaires. À vous la parole. Merci. Bonjour à tous. Donc, le centre de Beaulieu-Lavacan est un centre qui dépend du ministère de l'Agriculture, qui est situé dans le Gers, sur 2 communes, la commune de Auch et la commune de Pavie, à 3 km de distance. Donc cet établissement répond à un besoin local, ce qui explique qu'on qu'on forme des jeunes, des apprenants, dans différents domaines, notamment l'agriculture, l'agroalimentaire, mais aussi les espaces verts, le sport, la restauration collective, et le dernier... et les services à la personne. Alors ça comprend 3 entités, le lycée avec une partie enseignement général, technologique et professionnel. Ça va de la seconde jusqu'au BTS. Et nous avons aussi une exploitation agricole de 250 hectares qui comprend 3 sites avec 90 hectares en agriculture biologique. Ça sert de support pour les apprenants, aussi bien au niveau du lycée que du centre de formation, qui est la 3e entité de cet établissement. Donc nous avons des formations du CAP agricole jusqu'au BTS.
à la fois en apprentissage, mais aussi en formation continue, et on développe aussi des petites formations courtes, notamment en agroalimentaire, où on a une forte demande des entreprises. Alors, pour avoir un enseignement très concret, on dispose de différents plateaux techniques, et notamment en agroalimentaire, on a une halle comme les écoles d'ingénieurs, avec tout le matériel nécessaire qui permet de mettre les jeunes en situation, et nous avons la possibilité de faire des transformations de fruits, de viande, mais aussi de la farine jusqu'au pain, qui permet de transformer un produit brut jusqu'au produit fini et de l'étiqueter. Voilà. Le matériel est performant, hein, vous pouvez le voir à l'écran, ce qui permet aussi de faire des formations courtes. On a une forte demande d'entreprises qui nous demandent de former leur personnel sur ces différents types de matériel. Alors, nous avons des formations qui commencent dès la 3e. Après la 3e, c'est le CAPA OIA, opérateur en industrie agroalimentaire, parce que dans toutes les industries, on a besoin de main-d'œuvre. Donc, ça permet de préparer des jeunes à ce type de poste. Ensuite, nous avons le BP, conducteur de ligne de production alimentaire, donc, qui peut se faire à l'issue d'un CAPA. Et ensuite, nous avons un BTS Biocalim on peut l'intégrer soit après un bac, mais éventuellement aussi après un BP. Alors nous, notre grosse problématique, c'est qu'on a une forte demande des entreprises au niveau du personnel. Et notre problématique, c'est qu'on n'arrive pas à répondre aux demandes en apprentis, mais globalement au niveau des salariés dans les industries agroalimentaires. Donc on peut remarquer qu'au niveau des formations, le bac pro BIT qui est devenu qui a une nouvelle appellation, eh ben, ça fait 2 ans que nous n'avons pas ouvert la section. Elle existe au niveau du lycée avec une dizaine d'élèves par année de formation. Ça se fait en 3 ans. Ensuite, au niveau du CAPA-OEA, c'est aussi, on voit une forte évolution en baisse. Donc, c'est un diplôme qui se prépare en 2 ans. Et depuis 2019-2020, où sur les 2 années, on avait 7 apprentis, cette année, on n'en a plus qu'un. Donc, c'est un peu dramatique. Ensuite, en BP, IA, c'est pareil. On voit on a du mal à recruter, mais il y a quand même une forte demande, ce qui explique que les opérateurs de compétences financent énormément ces formations. Et ce qui explique que nous maintenons toujours ces formations au sein de l'établissement. Alors ensuite, on a le BTS Biocalim. Donc il y a une vingtaine d'années, il faut savoir que nous avions à peu près 30 étudiants par promotion, puisque nous avons à la fois le BTS Biocalim en apprentissage, mais aussi en formation initiale au lycée. Et qu'actuellement, on voit une forte baisse, donc avec un rebondissement en 2024, puisque en première année, nous avons 9 apprentis. Et au niveau du lycée, on a aussi fortement du mal à recruter. Donc la problématique se pose, comment motiver des jeunes pour venir dans ce secteur d'activité, sachant qu'il y a une forte demande au niveau des entreprises. Alors, on vous laisse poursuivre la présentation, mais on en débattra effectivement avec Damien à l'issue de votre présentation. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Céline qui va vous expliquer un peu plus en détail ces formations. Donc, au niveau du CAP, donc on a le OIA, donc opérateur en industrie alimentaire. Donc, on peut le faire donc, par la voie d'apprentissage ou en formation continue. Donc, on est sur 24 semaines sur l'apprentissage, 20 semaines sur 1 an. Donc, le but, c'est de former des opérateurs de production en industrie alimentaire. Donc, on leur apprend à utiliser les différents matériels, équipements, et ensuite les règles d'hygiène, sécurité, durabilité. Donc, voilà le CAP OIA. Donc, c'est vraiment des opérateurs sur ligne avec une tâche bien précise. Ensuite, donc, on a le BP CLPA, donc, qui est nouveau depuis cette année, puisqu'avant c'était industrie alimentaire. Donc là, c'est une formation de 2 ans en apprentissage,
12 semaines en centre. Et là, on est plus sur de l'ouvrier qualifié, hein, où on va pouvoir lui donner plusieurs étapes du process de fabrication. Et à terme, pourquoi pas être chef de ligne ou chef d'équipe. On a ensuite donc le BTS Biocalim que l'on fait avec l'IFRIA Occitanie, qui passera après nous. Donc c'est une formation sur 2 ans, donc 30 semaines en centre de formation. Donc c'est pareil, il a été rénové, donc on est plus sur une conduite d'un atelier de production avec la préparation, la fabrication, conditionnement. Donc on leur apprend toutes les opérations unitaires, de transformation, etc., etc. avec des TP, donc ils ont 8 heures de TP par phase d'alternance. On leur apprend tout ce qui est qualité, hygiène, sécurité, environnement, avec de la microbio, de la biochimie. Donc c'est pareil, sous forme de TP. On a comme beaucoup d'écoles, donc on a une création d'un nouveau produit. Donc il faut qu'ils aillent, c'est pareil, de la conception, enfin du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire qu'ils doivent sortir à la fin une étiquette, etc. etc. hein. Donc, et ce qu'ils ont rajouté là sur ce BTS, c'est tout ce qui est animation et management d'une équipe de travail. Donc c'est un fort module aujourd'hui qui fait partie de la formation vraiment professionnelle. Donc ça représente environ 4 heures par semaine. Voilà. Et ensuite, c'est la collaboration et la communication, où là, on va leur apprendre à travailler ensemble, la gestion d'équipe, etc., etc. Donc voilà pour le contenu de ces 3 formations. La parole à Lucas. Alors Lucas Rouche, vous êtes passé en apprentissage par le BTS Biocalim. Alors quel a été votre parcours ? Alors donc du coup, bonjour à tous et à toutes. J'ai commencé avec un bac scientifique, donc assez général. Et ensuite, je me suis dirigé vers le BTS, donc moi anciennement Sciences et Technologies de l'Aliment. Car en fait, pour 3 raisons. La première, c'est parce qu'il propose beaucoup de débouchés, comme on l'a vu en termes de profession en entreprise. Et parce qu'il est en alternance, parce que voilà, je voulais poursuivre mes études tout en travaillant en même temps, pour développer les compétences techniques et voilà, voilà. Et ensuite, il me permettait aussi de poursuivre potentiellement mes études parce que quand je me suis lancé dans le BTS, du coup Biocalim, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire par la suite et j'ai eu la chance d'avoir une opportunité avec l'IFRIA en licence commerce et vente. Et j'ai trouvé l'entreprise, je suis resté dans la même entreprise qui est la Maison Jougla, une entreprise artisanale. Voilà. Et oui, les confitures, c'est ça. Les confitures, c'est exact, sûr. Voilà, en Ariège. Donc en fait, vu que c'était une petite structure, j'ai eu l'occasion de voir tous les pôles, la production, le commerce, voilà, etc. Et le commerce m'intéressait tout particulièrement, ce qui fait que j'ai fait cette licence. Et ensuite, j'ai eu une opportunité professionnelle chez Fendus et du coup, je suis à l'heure actuelle responsable de secteur dans cette entreprise. Merci Lucas pour votre témoignage. Vous avez fini la présentation. On peut vous applaudir pour effectivement cette présentation. Restez avec nous, c'est la séance de questions et c'est les échanges. C'était effectivement très, très intéressant parce qu'à la fois, vous avez vraiment exprimé le contenu de formation qui sont extrêmement importantes pour le secteur agroalimentaire. Quand dans ma courte introduction, je parle des besoins de recrutement, ils sont particulièrement centrés sur ces métiers d'opérateurs, conducteurs de ligne. Et pourtant, les effectifs baissent. Et là, est-ce qu'il n'y a pas un sujet à partager entre, entre vous, établissements de formation, et puis les acteurs du monde de l'agroalimentaire, Damien ? Alors, je crois qu'on a un problème commun, c'est que nous, on ne trouve plus d'opérateurs. Donc, si vous avez personne dans les sections, c'est normal qu'il y ait un écho qui se fasse aussi dans le monde de l'entreprise. Je pense qu'aujourd'hui, on a tout intérêt à montrer aux jeunes que ce n'est pas une tare de travailler dans une usine, qu'aujourd'hui, être opérateur de production, il faut aussi donner du sens à ce qu'on fait. Nous, on voit aujourd'hui, on essaye d'en donner de plus en plus. Je vais vous donner un exemple, mais moi, des opératrices qui chargent
une thermoformeuse avec des plaques de truite. Ce n'est pas un poste de chargement, c'est un acte qui va conditionner l'acte d'achat du client. C'est-à-dire qu'en fonction de où la plaque va être posée, si le produit n'est pas dans la fenêtre, l'acheteur n'achètera pas. En linéaire, tout simplement. Le c'est pas la consommateur peine. n'achètera pas. La visibilité est Donc essentielle. c'est aussi de donner du sens et de montrer ça. Je pense qu'on a tout intérêt aujourd'hui à montrer de manière commune, aller chercher les jeunes dans les collèges avec des organismes de formation et de plus en plus de montrer l'étendue des métiers dans l'entreprise. Je suis sûr que vous le faites. Voilà. En tout cas, moi je vois aussi, c'était une question que j'avais pour vous, c'était est-ce qu'aujourd'hui ça s'adresse qu'aux jeunes ou est-ce qu'on peut vous proposer des adultes? Tout à fait. C'est pour ça que je parlais des formations courtes. On a des entreprises qui prennent des gens qui n'ont aucune formation en agroalimentaire et qui ont besoin d'être formés sur poste ou à l'intérieur des entreprises. Donc on peut proposer des solutions, des formations courtes sur site ou dans le cadre de notre centre de formation. Donc il y a deux aspects. On forme des jeunes qui se destinent à l'industrie agroalimentaire, mais aussi il y a des gens qui n'ont aucune formation et qui arrivent dans ce domaine d'activité et qui ont besoin d'être formés. Alors, Oui. ravi de l'apprendre et c'est très bien. Moi, je pense que je prendrai contact aussi avec vous parce que, moi, je l'ai dit tout à l'heure, 30 nationalités, des personnes qui n'ont pas de diplôme et donc pour lesquelles on pourrait travailler l'employabilité. Et je pense que les formations que vous offrez sont très bien. Ensuite, nous, on a une mutation aussi dans l'automatisation, la robotisation. Je vois que vous proposez aussi des formations conducteurs de ligne. Je pense que nous, aujourd'hui, on a tout intérêt aussi à former nos salariés là-dedans. Donc, ravi de savoir qu'on peut mettre des adultes. Oui, tout à fait. Il va falloir qu'on se rencontre, je crois. Voilà. Quelle est votre analyse, Anne, et puis vous aussi, Céline, étant donné que vous avez le recul, vous avez connu le BTS avec le plein d'effectifs. Qu'est-ce qui s'est passé? Et après, je donne la parole à Lucas, parce que je pense qu'il a son mot à dire aussi sur ce sujet. Qu'est-ce qui s'est passé chez vos jeunes? Est-ce que vous avez des éléments de réponse? On pense que le Covid... je sais pas, il faudrait l'idée aussi. Tentez l'hypothèse, allez-y. Donc il y a peut-être le Covid qui a joué sur les poursuites d'études des jeunes. Hein. Et aujourd'hui, un jeune, en fait, il se projette plus sur... alors après, je participe au salon InfoSup. Hein, et ils veulent tous des bacs plus 5 pour être ingénieurs, pour avoir... mais ils ne se rendent pas compte qu'avant d'être ingénieur, il y a des métiers qui sont avant et on peut y aller étape par étape. Hein. Et ce qu'on propose, nous, dans notre établissement, hein, alors Lucas... en fait partie puisqu'il a continué en licence et après on en a qui continuent aussi sur des management, bachelor en qualité. Hein. Donc je pense que ce niveau BTS aujourd'hui est complètement dégradé par les jeunes. On a oublié ce niveau BTS. Alors Lucas, parce que Lucas il a fait le BTS, donc... Quand même, ça veut dire qu'il y avait une vraie attractivité, mais il faut reconnaître qu'après, tu as pu changer de voie, c'est-à-dire que tu n'as pas été tout à fait vers les métiers qui sont, je dirais, en ligne avec le BTS pour aller plutôt vers la vente. Donc moi, en fait, je me retrouve aussi par le parcours de Damien, c'est-à-dire que je m'estimais pas trop scolaire, et en fait, donc c'est malheureusement le cliché, mais en fait, j'ai fait des... comment on appelle ça? Avec une conseillère d'orientation, merci. Et en fait, bilan de compétences peut-être. Pardon? Ça bilan de compétences Non, juste un point sur l'orientation, parce que voilà, j'ai fait un bac scientifique parce que voilà, c'est celui qui ouvrait le plus de portes. Effectivement. J'ai envie de dire à l'époque, mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Donc on m'a conseillé du coup la voie professionnelle pour en fait me rendre compte à mon âge qui est en fait 18 ans, c'est très jeune en soi. On n'a pas encore la vision, je trouve, du milieu professionnel, et c'est ce que permet l'alternance. Et du coup, je pense que c'est peut-être un souci de communication aussi, parce que nous, en fait, moi, c'est Lydie Moreau qui est venue vers moi. Alors là, vous faites le lien, et c'est très bien avec la prochaine séquence. Avec l'IFRIA. En fait, voilà, c'est aussi, il faut que les écoles soient présentes dans des salons comme ça pour que les élèves soient au courant des possibilités. Et comme dit Céline, des dérivés pour atteindre au final son objectif professionnel.
Je crois qu'effectivement, tout n'est pas clair dans la tête effectivement de nos jeunes, mais peut-être aussi parce que chacun a sa part de responsabilité à prendre, et peut-être qu'on manque aussi d'espace d'échange. Finalement, c'est peut-être tout l'intérêt de cet après-midi, mais il y a d'autres lieux bien sûr, mais vous n'avez peut-être pas tellement de lieux où vous pouvez échanger entre entreprises et établissements de formation. Damien? Non, je pense qu'il faut les provoquer. Il faut provoquer ces rencontres parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de lieu officiel où on vient faire des points de rencontre entre industriels et professionnels de la formation. Il y a des choses qui existent. Je pense qu'aujourd'hui, il faut s'ouvrir parce que moi, j'en discutais avec le CFAI de Tarnos, par exemple, où ils nous disaient dans 5 ans, il n'y aura plus de techniciens de maintenance. Ils voient déjà, eux, dans les courbes sont claires. Les courbes comme les vôtres, que la pénurie de techniciens, elle arrive, elle est là, c'est une certitude. Donc c'est comment on se met plus en relation et comment on vient travailler en amont. C'est pas facile, hein, c'est pas facile, mais je pense qu'on a tout intérêt à s'ouvrir pour trouver des solutions et pas à réfléchir chacun dans son coin parce que je pense que la solution, elle doit être globale. Des réactions, des questions sur cet enjeu voilà, vraiment très prégnant. Merci monsieur, est-ce qu'on peut lui amener… Ah oui, le micro, merci Damien. On vous amène un micro pour une réaction, une question. Merci de vous présenter avant d'intervenir. Merci. Oui, bonjour. Donc, Viergue Julien, responsable production dans un atelier de transformation de charcuterie et salaison. Suite à tous ces chiffres, et je pense qu'on a tous le même problème, n'est-ce pas aussi un problème de communication de l'ensemble des professions de l'agroalimentaire à cause aussi de toutes les crises que nous avons pu avoir, dont la vache folle, dont les problèmes de saumon et ainsi de suite. Alors, je crois que là, on est vraiment dans l'enjeu de l'attractivité. Damien, je te passe le micro. Alors, autant pour Damien et autant pour Beaulieu-Lacan. Ah, alors, on a d'autres CAP, donc par exemple jardinier paysagiste, donc là ça représente vraiment un vrai métier. Autant opérateur en industrie alimentaire, je pense que ce n'est pas un métier rêvé pour un jeune de 16 ans ou de 15 ans. Hein. Donc je pense aussi qu'il y a un problème d'appellation, peut-être dans les diplômes. Pas forcément d'appellation, mais est-ce que le métier en lui-même fait rêver. Fait rêver. Parce que les jeunes, qu'est-ce qu'ils voient dans tout ce qui est agroalimentaire? Ils vont voir en priorité tout ce qui est abattoir avec le sang, par exemple, alors que dans l'ensemble des boucheries-charcuteries, il n'y a pas une goutte de sang, tout comme dans bien en poissonnerie. Merci pour effectivement cette intervention. Très clairement, on n'est pas à armes égales. On a effectivement un impact médiatique à la fois de crise, hein, il faut bien le dire, sanitaire qu'a pu traverser le secteur, et puis aussi de mouvements qui vont revendiquer, pour des raisons qui leur sont propres en fait, hein, mais un mode d'alimentation en opposition parfois au secteur agroalimentaire tel qu'il existe. Donc ça, quelque part, Damien, ça se joue à une échelle, on va dire, nationale. Les marques ont un rôle à jouer. Quand on est une coopérative comme Aqualand, on a un impact sur le territoire à travers les élevages, on a un impact sur le territoire à travers l'usine. Votre politique, c'est plutôt d'ouvrir les portes, c'est plutôt d'être transparent. Je peux en témoigner puisque j'ai fait des reportages très facilement avec Aqualand. Alors, ça n'a pas été toujours le cas. Aqualand a souvent été fermé sur lui-même. Vivons heureux, vivons cachés. C'était un peu ça le leitmotiv. C'est plus le cas. C'est plus le cas parce que nous, on a une vraie histoire à raconter aujourd'hui. On est ambassadeur, on est de nos rivières, on prend soin de nos rivières, on est capable de raconter une histoire par rapport à notre produit parce qu'on va de l'œuf à l'assiette. Et on voit quand on va en clientèle et qu'on explique ça aux clients, directement aux consommateurs, ça résonne. Ça résonne dans l'esprit du consommateur. Maintenant, est-ce que ça résonne dans l'esprit de travailler dans l'industrie agroalimentaire? C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Moi, une petite anecdote par rapport à ces métiers-là, mais quand je disais tout à l'heure que j'étais pas ouvert à l'agro, mais j'étais aussi en recherche d'un emploi à un moment donné dans ma carrière, mais j'avais pas écrit agro sur mon CV. Ben, les portes de l'agro, elles s'ouvrent pas en fait. Donc je pense que l'agro en général est assez fermé. Et aujourd'hui, si l'agro, et c'est national, mais si aujourd'hui les entreprises agroalimentaires n'acceptent pas d'ouvrir
plus que ça, ça ferme forcément des portes pour moi. Alors, avec mon métier de journaliste, je peux témoigner parce que quelque part, c'est aussi ce que je prêche depuis des années. Ouvrons les portes, soyons fiers de ce qu'on fait. Oui, c'est vrai que tout n'est pas simple à expliquer, que parfois il peut y avoir des appréciations qui sont négatives, mais c'est certainement pas en se cachant. L'effet boîte noire est catastrophique. Si on n'ouvre pas ces portes, eh ben, pour le regard d'autrui, c'est qu'il y a quelque chose de suspicieux, quelque chose à cacher. Et voilà, dans nos entreprises, on peut les ouvrir largement. Il y a effectivement une transparence qui est possible. Et les petits ruisseaux font les grandes rivières. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est à chaque entreprise de le faire à son échelle et à l'échelle du territoire. Sur cette séquence, je vous propose tout simplement de remercier chaleureusement nos intervenants et de les applaudir. Merci à eux. Nous poursuivons avec, alors j'allais dire quatrième établissement. C'est pas tout à fait ça. J'allais presque dire que c'était le fil rouge de l'après-midi parce qu'on a déjà beaucoup parlé de l'alternance et l'IFRIA va pouvoir illustrer effectivement ce parcours. Merci de les applaudir. J'invite Guillaume Raverdi, directeur de l'IFRIA Occitanie, Lydie Moreau, chargée de développement formation, à me rejoindre, accompagné de Nathan Labarthe, passé par l'alternance, passé par un certain BTS Biocalim, ça va vous dire quelque chose. Actuellement, il est chef d'équipe conditionnement au sein de Yeo Frais. Alors, le temps que vous installiez, oui, vous pouvez applaudir chaleureusement. L'IFRIA Occitanie, un organisme de formation qui propose des formations en alternance, vous l'avez compris, c'est un organisme de formation hors les murs avec des partenaires. Guillaume Raverdi, un parcours de 10 ans dans l'agroalimentaire en tant que responsable production et qualité, notamment dans le domaine de la viande, des abattoirs, du chocolat, et puis la décision d'accompagner les jeunes. Vous êtes directeur de l'IFRIA Occitanie depuis 2016. Lydie Moreau, chargée de développement formation à l'IFRIA Occitanie. Vous avez un parcours après avoir été diplômé de l'école d'ingénieur l'ISTAB à Bordeaux en laboratoire à Maison Alfort, le laboratoire de référence, une expérience à l'international, en l'occurrence au Canada. Vous avez développé des compétences de formation et vous avez rejoint l'IFRIA en 2012. Quant à Nathan, il va nous exprimer quel est son parcours, mais c'est un parcours en apprentissage avec plusieurs formations dont le BTS Biocalim. On va en savoir plus dans quelques instants, mais tout d'abord, la parole à Guillaume Raverdi. Alors, l'IFRIA, présentation. Donc bonjour à toutes et tous, donc Guillaume Raverdi, effectivement directeur de l'IFRIA Occitanie. Alors en quelques mots, c'est quoi l'IFRIA Occitanie ? Alors c'est un institut, un institut de formation régionale, donc dédié aux industries agroalimentaires. Donc vous l'avez compris, c'est un CFA et un organisme de formation dédié au secteur de l'agroalimentaire. Il a lui-même été créé par les branches professionnelles. Donc on en parlait tout à l'heure. Au niveau national, c'est 30 branches de l'agroalimentaire se sont fédérées pour créer un réseau. Donc il y a 8 IFRIA aujourd'hui qui couvrent le réseau national et donc qui ont été créés par les branches professionnelles dans les années 2000. Donc environ 25 ans aujourd'hui d'existence. Pour faire un focus sur l'IFRIA Occitanie, nous avons 2 antennes, une à Montpellier et une sur Toulouse pour suivre l'ensemble de nos apprentis. La particularité, Pierre l'a évoqué, nous sommes hors les murs, donc nous allons nous appuyer pour l'ensemble de nos formations sur des partenaires. On a aujourd'hui effectivement le Beaulieu-Lavacan qui accueille nos BTS Biocalim, mais aussi l'école supérieure de l'Arac qui accueille un nombre d'apprentis qui sont présents et je les remercie et dont Nathan est passé par là aussi. Donc on va en fait répondre aux problématiques de l'agroalimentaire au travers de l'apprentissage et de la formation continue. Donc ça veut dire qu'on va aussi en parallèle former des demandeurs d'emploi pour leur faire découvrir le métier de l'agroalimentaire, d'opérateurs, donc au travers de POE, des dispositifs portés par les OPCO et France Travail. Mais aussi, on va faire monter en compétences des candidats qui sont déjà en entreprise, pour le coup, qui sont salariés et qui vont monter en compétences sur ce qu'on appelle des CQP. Donc peut-être que dans vos parcours, pour évoluer ou pour légitimer vos postes sur lesquels vous allez être demain, vous allez passer par ces certificats de qualification professionnelle, donc délivrés par les branches professionnelles. Donc aujourd'hui, des formations uniquement en apprentissage,
du bac au bac plus 5. Lydie interviendra ensuite pour vous détailler l'offre de formation proposée par l'IFRIA Occitanie, mais effectivement, on va balayer les métiers spécifiques à l'agroalimentaire, à savoir la production, la maintenance, la logistique, vous voyez, commerce, qualité, mais R&D, donc vraiment ce qui est le cœur des métiers de l'agroalimentaire. On ne va pas aller sur de la comptabilité ou du RH, qui sont plus généralistes et pas spécifiques à l'agroalimentaire. Alors nos missions, c'est d'abord, on l'a parlé, c'est de l'attractivité, c'est essayer de faire connaître d'abord ce secteur. Alors effectivement, les crises n'aident pas, mais si on fait un focus sur les métiers de l'agroalimentaire, en gros, ça n'évoque pas grand-chose, mais ni chez les jeunes, ni chez les prescripteurs. Donc ce qui est plus inquiétant, et c'est pour ça que ça nécessite vraiment un travail de fond auprès des missions locales, de France Travail et autres, pour faire connaître les métiers de l'agroalimentaire. On a souvent l'agriculture ou la distribution quand on évoque l'agroalimentaire. Mais finalement, au milieu, l'intermédiaire est méconnu. Et quand on entend parler, effectivement, c'est plutôt pour des problématiques qui ne les mettent pas en valeur. Donc il y a tout un travail aujourd'hui qu'on fait avec Lydie et l'équipe pour aller faire connaître dans les France Travail, la mission locale, mais des salons, divers événements qui nécessitent du temps, de la présence, mais qui est le seul moyen aujourd'hui pour faire connaître ce secteur. Ensuite, une fois qu'on a identifié les potentiels candidats pour intégrer ces entreprises agroalimentaires, on va les coacher, on va les préparer, parce que c'est un milieu qui est particulier. Voilà, aujourd'hui, ils ne le connaissent pas tous, et donc on les prépare à ça. Et ensuite, parce qu'on a un réseau important d'entreprises qui travaillent avec nous régulièrement, on va essayer de les placer à proximité, parce que la mobilité, malheureusement, aujourd'hui, se réduit un peu plus encore. Et donc, du coup, on va essayer de travailler avec eux pour les faire intégrer une entreprise agroalimentaire et ensuite les accompagner, que ce soit en entreprise ou chez nos partenaires, pour vérifier l'adéquation entre aujourd'hui les diplômes qui sont proposés et les missions qu'ils peuvent avoir en entreprise. Voilà, donc le rôle de l'IFRIA et ses différentes missions. C'est très clair. Guillaume, on va rentrer dans le détail des formations en apprentissage du domaine agroalimentaire. Alors Lydie, à vous de jouer. Il ne suffit pas de mettre le diaporama. À vous la parole. Très bien. Donc bonjour à toutes et à tous. Alors au niveau des formations en apprentissage, on propose des formations du bac au bac plus 5, donc ce qui permet une montée en compétences des jeunes au cours de l'alternance. On a des formations bac pro pilote de ligne de production, donc on propose chez des partenaires pédagogiques. Alors comme on vous l'a dit, notre spécificité, c'est qu'on est des organismes de formation hors les murs. Donc on va travailler avec des partenaires pédagogiques. Nos jeunes sont en formation chez nos partenaires pédagogiques. Ça nous permet de mailler le territoire de la région Occitanie. Le bac pro pilote de ligne de production, on va le proposer donc chez plusieurs partenaires pédagogiques. Après, sur les bac plus 2, on va proposer des BTS sur les thématiques maintenance industrielle, puisque c'est vraiment un métier en tension. Le BTS viticulture onologie et le BTS biocalim, anciennement BTS sciences et technologies des aliments. Le jeune, après, peut, à l'issue d'un BTS, un bac plus 2, donc tout à fait s'intégrer dans le monde professionnel sans difficulté de trouver un emploi. Certains jeunes décident de poursuivre donc sur des bac plus 3. Bac plus 3 que nous proposons sur des thématiques commerce et vente en agroalimentaire, comme a pu faire Lucas Rouche. Oui, on a eu l'exemple. Voilà. Donc bac plus 3 aussi sur la partie grande distribution, gestion de rayons, etc. Donc autant sur le commerce et vente, on est sur des métiers itinérants, autant sur les métiers de management et de gestion de rayons, on va plutôt être sur des métiers sédentaires. Et après, on va proposer également des bac plus 3 sur des bachelors RQHSE, RQSSE, donc qualité, hygiène, sécurité, environnement et qualité, santé, sécurité, environnement que nous proposons avec l'école supérieure Larac à Castelnaudary. Le but génie bio que nous proposons en partenariat avec l'IFRIA Nouvelle-Aquitaine sur Mont-de-Marsan. Et le titre responsable en logistique. Donc vous voyez qu'on couvre quand même pas mal de métiers liés à l'industrie agroalimentaire, mais des compétences qui sont tout à fait transférables dans d'autres secteurs industriels.
Et après, pour finir, donc, on propose des Bac plus 5, donc Bac plus 5 commerce et vente en agroalimentaire et sur la grande distribution, donc toujours pour accompagner les jeunes qui souhaitent monter en compétences sur des postes à responsabilité. Et le titre manager de projet en agroalimentaire et le titre manager santé, sécurité et environnement, qui sont 2 formations en apprentissage pour former les futurs managers de l'industrie agroalimentaire, mais pas que. Avec notre partenaire, l'école supérieure Larac à Castelnaudary. Donc voilà. Donc à la fin de leurs études, en alternance, 70% de nos apprentis, de nos alternants, parce que c'est majoritairement des apprentis, mais on peut avoir aussi des contrats de professionnalisation, donc pour des personnes qui n'ont plus l'âge d'être éligibles à l'apprentissage, vont travailler dans le secteur agroalimentaire. Donc ça, c'est quand même assez valorisant et finalement, on sert les besoins de l'industrie agroalimentaire. Merci Lydie. Alors je continue. Vous voulez continuer avec les partenaires. Voilà, la cartographie, on avait prévu de donner la vision d'ensemble. Donc en fait, notre force, je dirais, c'est notre adaptabilité, puisque le fait de travailler avec différents partenaires pédagogiques, ça permet vraiment de mailler le territoire et de répondre aux besoins des industries agroalimentaires de la région Occitanie. Donc là, vous avez l'ensemble de nos partenaires pédagogiques et ici présent, vous avez le CFA Beaulieu-Lavacan et l'école supérieure Larac à Castelnaudary. Donc ça nous demande de travailler en partenariat avec plusieurs partenaires pédagogiques. Donc ce sont des relations de confiance, des relations qui sont riches, aussi bien pour l'IFRIA que pour les partenaires. Et par contre, ça demande une certaine adaptabilité à nos jeunes dans leur alternance. Entre le lieu de l'entreprise, qui est souvent pas forcément proche du lieu de formation. Ah, c'est un vrai sujet. On va en discuter on va avec en reparler Damien, après. Parce que c'est effectivement une des clés. Oui, tout à fait. Alors, pour continuer sur... après, on reviendra sur Nathan qui fera un témoignage. C'est Nathan qui conclut votre présentation. Donc, vous poursuivez, Lydie. Ok, super. Alors, notre deuxième activité, c'est, je dirais, la formation professionnelle continue qui s'inscrit dans la sécurisation des parcours professionnels. Donc, nous proposons 3 parcours principaux, qui est la POC que Guillaume vous a présenté, qui est vraiment dédié aux demandeurs d'emploi pour leur faire découvrir les métiers de l'agroalimentaire. Donc à travers un parcours de 2 à 3 mois, les demandeurs d'emploi vont acquérir des connaissances théoriques liées au secteur et pouvoir aussi bénéficier d'une période de stage en entreprise pour vraiment découvrir des métiers techniques sur généralement la production, donc des métiers d'opérateur, conducteur de machines. Nous avons après des parcours d'intégration de nouveaux salariés. Donc là, on travaille vraiment en collaboration avec des entreprises qui ont identifié des potentiels chez eux pour intégrer des nouveaux salariés. Et là, on est sur des parcours de 7 mois qui sont des parcours certifiants. Et on travaille avec des publics salariés ou des intérimaires. Donc souvent... tous ces parcours, ce sont de l'alternance. On a de la formation et après une expérience, je dirais, terrain avec une formation pratique au poste de travail. Et en finalité, le CQP, certificat de qualification professionnelle, qui est là vraiment, qui est dédié aux salariés en poste pour les monter en compétences, les accompagner sur des changements de métier, sur des changements technologiques. Donc là, on accompagne et à la fois les salariés, mais également les tuteurs, l'entreprise dans ce projet de montée en compétences. Donc voilà, après notre équipe là-dessus accompagne vraiment toutes les étapes, on pilote vraiment toutes les étapes des parcours de formation professionnelle et on fait intervenir des formateurs sur site. Comme ça, c'est comme ça que ça se passe. Je dirais que pour le coup, là, c'est vraiment des parcours de formation qui sont vraiment organisés autour des besoins de l'entreprise.
Alors, pour introduire donc l'intervention de Nathan, je voulais juste vous parler de la formation manager de projet. Donc, manager de projet, c'est une formation qui est vraiment orientée autour de 3 axes. La gestion de projet, le développement de compétences autour de la gestion de projet, donc vraiment acquérir toute la méthodologie pour mener des projets en entreprise, que ce soit sur des thématiques, production, qualité, recherche et développement, RSE, Lean, enfin voilà, c'est très très généraliste. Ce sont des jeunes qui ont déjà validé un bac+3 et qui font 2 années supplémentaires en apprentissage pour acquérir des compétences autour de la gestion de projet. On a donné une couleur agroalimentaire à cette formation-là. Donc voilà, ils ont un apprentissage dans une industrie agroalimentaire et ils ont également des activités pratiques autour de l'agroalimentaire. Dernière thématique, et on en parlait tout à l'heure, Damien en parlait également tout à l'heure, la posture de manager. Donc on a décidé aussi dans cette formation d'avoir une thématique développement personnel et professionnel qui accompagne les jeunes vraiment, qui accompagne les jeunes sur cette posture de manager qu'ils vont avoir dans leur vie professionnelle. Donc vraiment répondre à leurs questions, leur amener les outils, les clés pour avoir le bon comportement. Voilà, donc j'en dirai pas plus, je laisse Nathan vous en parler. Merci Lydie, on va donner la parole à Nathan Labarthe, chef d'équipe conditionnement au sein de Yeofray. Yeofray, entreprise bien connue à Toulouse, fabricant de produits laitiers, filiale de Maître Laitier du Cotentin, une entreprise qui collecte le lait dans la région et qui vend ses produits essentiellement sous marque de distributeur, mais aussi à sa propre marque. Ce matin, c'était votre collègue Clarisse, ingénieur PAC, qui intervenait à la matinée éco-conception. On a le plaisir d'avoir toute la chaîne au niveau du conditionnement. C'est Nathan, votre parcours. Ok, bonjour à tous. Donc moi, pour parler du parcours, j'ai attaqué par un bac, alors à l'époque c'était économie et sociale, donc pas du tout dans l'agroalimentaire, mais j'ai toujours voulu faire de l'agro parce qu'on aura toujours besoin de manger. Moi, contrairement à certains, j'ai toujours voulu bosser là-dedans. Donc mes parents sont agriculteurs, mes grands-parents sont agriculteurs. L'agriculture, c'était pas ce qui m'animait le plus, mais faire manger des autres, ouais. Donc là, j'ai trouvé ce BTS Sciences Technologie de l'Aliment, qui est devenu Biocalim maintenant, parce que ça évolue, comme nous en fait. Et donc du coup, dans ce BTS, je l'ai fait en alternance, en 2 ans, dans une entreprise qui s'appelle Lancière Foie Gras, qui était un spécialiste du foie gras d'oie et de la viande d'oie marché de niche. Donc dans la première année, j'ai dû concevoir un produit. Et après ces 2 ans, donc j'ai eu mon BTS, ça s'est très bien passé. Et j'ai voulu continuer avec eux. Le problème, c'était que c'était une toute petite entreprise. Je voulais continuer en Bac+4, qui n'existe plus. C'est Bac+4 responsable de développement en agro-industrie, anciennement Airfic. L'entreprise était petite, mais il fallait défendre un peu notre projet, parce que l'IFRIA, il nous challengeait un peu quand même à l'époque. Il fallait défendre les projets qu'on voulait mener en entreprise. Donc moi, j'y suis allé et en fait, on a réussi à défendre le projet qui était de certifier l'entreprise à l'IGP Ouest du Sud-Ouest. Donc j'ai eu la chance, parce que mon responsable était à fond dans ce projet-là, mon directeur même. Du coup, j'ai participé aux réunions en direct avec l'INAO et tout. Donc même petite entreprise, ça faisait un beau projet, donc c'était super intéressant. Au bout des 2 ans, parce que c'était un Bac+4, on n'avait pas le coût de licence, on faisait 2 ans, on avait le Bac+4. J'ai décidé encore de continuer. Et donc là, je suis allé vers un Bac+5 MPA, comme certains ici, si j'ai bien compris. Et là, j'ai dû changer de boîte, parce que ça faisait 4 ans. Il fallait tourner un peu, voir autre chose. D'accord. On sortait de la zone de confort. Donc j'ai intégré les Fermiers Occitans, qui appartient au groupe Arteris. Et là, j'ai eu un gros projet sur la standardisation en fait, des process agroalimentaires, autant sur la standardisation que aussi l'optimisation. Et il y avait du boulot. Donc après cette année d'études, et ça s'est très bien passé, on m'a proposé un poste d'adjoint au responsable de production, donc en sortie d'études. Il y en avait besoin, il n'y avait pas beaucoup de monde à la clé, donc c'était pas mal. Je l'ai occupé pendant pratiquement 2 ans. Et au bout de 2 ans, je me suis dit, j'ai fait vachement d'artisanal, j'ai vu que du foie gras, j'ai vu que du canard, que de la viande. Je pars dans le lait, nouveau challenge, et je quitte complètement cette zone de confort-là. Et à fond dans l'industrie pure et dure, avec que de l'automatisation, donc tout nouveau pour moi. Donc me voilà arrivé en 2023 chez Yeofray en tant que chef d'équipe. Donc là, management d'une équipe de 22 personnes au nominal. Et j'ai rencontré des super problématiques qu'on a tous. Je suis arrivé, il y avait 14 personnes dans l'équipe et pas de chef d'équipe depuis plus d'1 an.
Donc sympa à prendre en poste. Donc toute cette question des problèmes, on la connaît aussi sur le terrain. Moi en tant que chef d'équipe, certains en tant que directeur, d'autres en tant que formateur. Je pense qu'on en parlera après pendant le débat, mais c'est un problème à toutes les échelles de la chaîne. Ouais. Et au bout d'1 an à peu près, un peu plus, jusqu'en là, au mois de septembre, j'étais chef d'équipe et je viens de changer de poste et maintenant je suis adjoint au responsable conditionnement. J'avais pas actualisé, donc effectivement, quand c'est tout neuf. Pour reconnaître que vous évoluez à vitesse grand V, bravo donc, à vous, voilà. Effectivement. Donc ça veut dire quoi, adjoint au responsable de Donc je suis en direct coordinateur avec le responsable conditionnement. C'est un poste qui n'existait pas, mais qui permettait d'avoir vraiment un pied terrain. Avec le manque justement de formation de pilotes qu'on pouvait avoir et la difficulté de recrutement, ça permettait d'avoir un vrai adjoint de terrain au sein de l'entreprise. Donc c'est un poste qui est créé. Les missions, elles n'ont jamais été créées. C'est un poste qui est en pleine naissance, donc c'est hyper intéressant et ça va être une grosse partie de la mission. Petit point que je tiens à souligner, donc j'ai fait 5 ans d'études, tout en alternance et tout avec l'IFRIA Occitanie que je remercie du coup. Ça s'est toujours bien passé et ça se passe toujours bien parce qu'il m'appelle encore. La collaboration continue. Merci Nathan. On peut applaudir les intervenants de l'IFRIA pour cette présentation très claire. Alors Damien, là j'ai l'impression qu'effectivement, notamment le parcours de Nathan, ça fait écho. Hein. Complètement, ça fait écho. Bravo déjà pour ce parcours parce que c'est jamais facile. Moi j'aime beaucoup le mot sortir de sa zone de confort. Ça, je pense que c'est clé. Je pense que quand on a mis les pieds dans l'agro, on peut aussi changer d'environnement. Ça, c'est un témoignage, mais dans mon passage en tant que consultant, des entreprises agro, j'en ai dû en faire 10 en 2 ans. Par contre, j'ai vu toujours les mêmes problématiques. Que ce soit dans le lait, que ce soit dans le vin, que ce soit dans le poulet, que ce soit dans le poisson, que ce soit dans le légume, c'est toujours les mêmes. Donc, je trouve que c'est bien et aller là-dedans et se poser des questions aussi sur l'organisation, c'est très bien et bravo en tout cas. Merci. J'ai vu que Nathan, quand Lydie présentait le côté posture, management, on sentait que vous acquiesciez, enfin qu'il y avait vraiment quelque chose qui faisait écho justement à la réalité du terrain. Alors ouais, il y a 2 trucs, parce que la présentation c'était surtout là-dessus, mais il y a 2 trucs, j'aurais dû rebondir dessus tout à l'heure et j'y ai pas trop pensé. Donc il y avait ce côté posture que les MPA qui doivent être là doivent connaître. Donc comme on nous l'a dit tout à l'heure, être un bon manager c'est se connaître soi-même. Et la formation MPA elle permet de se connaître soi-même. On a pas mal de travail sur qui je suis et qu'est-ce que je veux faire exactement. Donc ce côté-là, il m'a vraiment permis d'accélérer en fait le fait de prendre le management en main. Hein. Parce que quand on se connaît bien, on sait de quoi on est capable, on sait nos difficultés. Donc sur ce côté-là, le MPA pour moi c'est ce qu'il apporte le plus. Il apporte aussi sur le management de projet, j'y touchais moins, mais sur le côté management pur et dur, il y a une grosse partie. Même si elle paraît pas grosse dans la formation, ce travail sur nous-mêmes amène énormément. Et un autre truc sur lequel je voulais rebondir aussi, c'est que l'agro en Occitanie, on voit que c'est à peu près tout le temps les mêmes personnes et les mêmes choses, parce que là, on a eu des présentations de tout le monde. Moi, mes collègues de travail, il y a des ingénieurs de Purpan, il y a de l'agro Toulouse. Ce matin, j'étais avec Quaternaire, parce qu'on a un projet en entreprise. Le monde Donc est en petit. fait, voilà, on se rend compte qu'on dit l'agroalimentaire, personne ne le connaît, mais par contre, dedans, on se connaît tous. Ouais, c'est Donc vrai. il va falloir qu'on travaille à le faire connaître, parce que je pense que c'est comme ça qu'on aura du monde. Bravo Nathan, on va vous donner la parole, y compris dans les médias grand public. En tout cas, il y a une captation vidéo et ça sera effectivement sur les réseaux. Je voudrais soulever un point qui a émergé hein, dans la présentation. Il faut rappeler que l'industrie agroalimentaire, elle maille tout le territoire. C'est un secteur industriel qui est au cœur des Landes, qui est dans l'Ariège, en Bretagne, sur tout le territoire, notamment en milieu rural. C'est toute la richesse en fait de ce secteur de donner et de pourvoir effectivement à des emplois dans sur toutes les régions du territoire. Pour autant, quand on regarde un des freins à l'employabilité et au recrutement, justement, c'est la mobilité. C'est-à-dire que, allez, je résume, on est content de trouver une industrie agro pas trop loin de chez soi pour travailler, mais par contre, de là à faire 200 km pour changer, c'est autre chose. Et ça, c'est une vraie difficulté, Damien ? Ah, complètement. Nous, on est au milieu des Landes. Alors, ce que j'ai entendu, et c'est vrai, et je trouve que le besoin, il est bien capté, de venir dans les entreprises pour former, parce que nous, quand on dit on va vous proposer des formations pour vous accompagner,
dès qu'on dépasse 50 km, non, c'est trop loin. Eh oui. Donc, je trouve ça intéressant que l'IFRIA fasse cette démarche de venir dans les entreprises pour monter en compétence les salariés. À nous aussi, je pense, et je ne sais pas quel est le lien avec les agences d'intérim, mais d'anticiper le besoin des intérimaires et la montée en compétence des intérimaires pour aussi leur permettre d'accéder plus vite à peut-être des postes dans l'agro. Mais c'est une vraie difficulté, la mobilité, ne serait-ce que pour attirer aussi des apprentis. Hein. Ce n'est pas que des salariés, les apprentis souvent... j'aime bien, j'ai vu votre site, j'aimerais bien venir chez vous. Puis quand ils commencent à faire Google Maps, non, pas vraiment. J'ai trouvé autre chose. Voilà. Donc ça, c'est une vraie difficulté. Ce qui conduit d'ailleurs certaines entreprises à prévoir, y compris, on va dire, les à côté, c'est-à-dire trouver les possibilités d'hébergement, parce que dans certains territoires ruraux, voilà, c'est complètement saturé. Et puis aussi des facilités, je pense à la crèche quand on est jeune parent. Oui. Il faut créer ces choses-là au niveau de l'entreprise. Nous, on est très en lien avec les collectivités locales pour développer les logements aussi sur place, parce que c'est une difficulté aussi de se loger. Lily. Donc quand on est en contact avec les entreprises qui nous font part de leurs besoins d'alternants, c'est une des questions qu'on pose également. Est-ce que vous offrez la possibilité d'un logement à proximité? Puisque souvent les entreprises, en effet, elles sont en milieu rural, non accessibles en transport en commun. On est également sur des horaires de travail en 3-8 parfois, donc les transports en commun la nuit, ça ne fonctionne pas. Justement, cette année, sur la promo MPA qui va rentrer, on travaille avec une entreprise située en Lozère qui a proposé dès le départ des mobil-homes. Donc le jeune finalement avait déjà la solution de logement à proximité de l'entreprise et ça c'est super important. Un autre point, c'est effectivement de considérer qu'on a mis à l'honneur le parcours de l'alternance aujourd'hui. Pour autant, évidemment, pour une entreprise, l'enjeu, il est aussi probablement au niveau financier, du coup, de la prise en compte d'un alternant. Il y a des aides publiques, on le sait, qui sont en cours de discussion. On va pas commenter des décisions qui ne sont pas encore prises. Mais je voudrais me tourner vers toi, Damien. Au fond, est-ce que véritablement les aides sont indispensable, ou d'une certaine façon, quand on prend un alternant, on réfléchit autrement et c'est parce que c'est aussi une bonne méthode d'intégrer de futurs salariés? Alors, moi je suis très attaché à l'alternance parce que vous l'aurez compris, j'ai fait qu'un parcours en alternance, mais au travers de ce parcours, moi j'ai failli tout arrêter. Ah oui. J'ai failli tout arrêter parce que j'avais une entreprise qui voyait en moi qu'une ressource et qui n'était pas acteur de mon parcours. Alors je pense que l'étudiant doit être acteur de son parcours, mais l'entreprise, elle a une responsabilité. Prendre un alternant, c'est pas prendre une ressource déguisée. Et bien souvent, moi par exemple, quand je suis arrivé chez Aqualand, je voyais que des fois, on avait tendance à prendre des apprentis pour des ressources déguisées. Bien non. Moi, j'estime que l'alternant, il doit apporter à l'entreprise, mais l'entreprise se doit d'apporter à l'alternant. Et ça, c'est important. C'est aussi une question de posture, parce que on peut mettre aussi un jeune en difficulté dans son parcours parce qu'il ne se retrouve pas. Donc moi, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc c'est aussi une stratégie d'entreprise de vouloir former des jeunes et de les accompagner. Le mot de la fin, Lydie, Guillaume, sur cette réciprocité? Oui, c'est toute la philosophie de l'apprentissage. Donc, je peux que aller dans votre sens, être convaincu des valeurs de l'apprentissage. Et tout cela, il y a une promotion de futurs Nathan qui vous attend, si vous voulez, dans un an. Il faut leur laisser encore un an, mais potentiellement. Mais oui, c'est l'objectif que l'on vise. Demain, les aides, effectivement, il y a des chances qu'elles subissent un petit coup de rabot. Alors, on verra ceux qui avaient la philosophie, c'est qui le faisaient par opportunisme, naturellement, j'allais dire. Mais je suis convaincu quand même, on le voit dans nos entreprises, il y a quand même aujourd'hui une vraie volonté de transmettre. Voilà, il y a des difficultés aussi, ça peut être accélérer le fait d'aller vers l'apprentissage, mais il y a une vraie volonté de transmettre et donc aujourd'hui ces problématiques, on les a de moins en moins. Elles restent, mais de moins en moins. Je me tourne vers Damien. Le mot de la fin pour conclure cette séquence. Au fond, Damien, est-ce qu'il n'y a pas un peu de fierté aujourd'hui d'avoir participé à ce moment d'échange entre des formations, des professionnels de l'agroalimentaire? C'est des moments précieux.
Ouais, c'est important. C'est important de pouvoir échanger avec les organismes de formation. C'est important aussi pour nous de nous faire connaître. Je ne sais pas si tout le monde connaissait Aqualand. Peut-être que Aqualand, pour vous, c'était les parcs aquatiques. Bien non, c'est la truite. C'est important et je pense qu'aujourd'hui, on a la volonté nationale d'avoir une souveraineté alimentaire, retrouver une certaine souveraineté alimentaire. On parle beaucoup de subventions pour investir dans des process, dans des machines, mais on parle très peu de subventions pour investir dans le cœur du réacteur, qui sont les ressources humaines. Et là, je pense qu'on a des questions, on l'a dit tout au long de cet échange, on a des réflexions communes à avoir entre centres de formation, industrie. Et je pense qu'il y a aussi des choses à débloquer aussi au niveau national si on veut retrouver une vraie souveraineté alimentaire en France. Et oui, des réflexions communes, des actions collectives avec effectivement l'enjeu de la souveraineté alimentaire, l'enjeu de l'attractivité, vous l'avez compris. On a commencé à esquisser un dialogue et des débuts de solutions. En tout cas, c'est aussi le rôle du CEFIA, de ce salon, de fédérer tous les acteurs de l'agroalimentaire. Je remercie chaleureusement tous les intervenants pour s'être prêtés à l'exercice. On peut les applaudir et applaudir l'IFRIA qui n'a pas été applaudi. Ils ont droit aussi à leur applaudimètre au maximum. Merci à tous. Allez, encore quelques heures pour profiter, quelques minutes peut-être même du salon au CEFIA Toulouse. Et puis pour l'édition rennaise, prenez date, c'est du 4 au 6 mars à Rennes donc. À bientôt, au revoir.